Alors, c'est parti. Bon retour. C'est le retour à l'école qui commence en septembre. Le retour aux sessions avec le groupe d'usagers Microsoft 365. Merci beaucoup d'être là. Ce soir, on est choyés. On a deux conférenciers. En fait, une conférence avec Gilberto Rancourt et Éric Fontaine qui vont nous présenter la construction d'un intranet. Ça va être pas mal intéressant, je suis certain, pour connaître les deux conférenciers. Nico, veux-tu dire un petit mot d'entrée? Je vais désactiver mon micro. Eh ben, c'est la rentrée. Donc, bonjour à tout le monde, bonne année, parce que on peut déjà parler de bonne année. Et puis, avec tout ce qui s'est passé cet été et tout ce qui s'en vient en novembre, je pense qu'on va avoir une belle saison, plein de nouveautés, plein de belles choses qui s'en viennent. Donc, j'espère que vous resterez connectés autant toute la saison et puis qu'on réussira à gagner quelques membres en plus, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Cool, merci Nico. Ici à la salle de Microsoft, on fait une réunion hybride à tous les mois. On dit que ce serait le fun d'avoir un peu plus de monde. Ce soir, au bureau de Microsoft, il y a moi, Vincent et Laurent qu'on est là. La caméra est en arrière. On ne peut pas la tourner. On va essayer de tourner la caméra. On a un petit problème technique au bureau ici. Il faut désactiver notre micro pendant le temps que vous parlez parce que ça va faire un peu d'écho. Mais mis à part ça, on devrait réussir à faire quand même une bonne session. Comme Nico a dit, il y a plein de nouveautés qui ont été annoncées, plein de nouveautés à venir. C'est sûr qu'on ne s'ennuiera pas. On commence notre saison avec des conférenciers qu'on n'a pas vus encore. Nico va nous annoncer aussi une autre session le mois d'octobre. On a aussi d'autres conférenciers qu'on n'a pas vus encore. Si vous connaissez des sujets, si vous connaissez du monde qui parle de Microsoft 365, qui voudrait en parler, on le répète toujours, même si c'est 5 minutes, si c'est 15 minutes, une petite chose que vous avez fait, une réalisation, quelque chose que vous avez vu, quelque chose que vous avez entendu parler puis vous a ébloui, épaté ou quelque chose qui vous a ennuyé, bien, partagez-le, peu importe que vous aimez ça ou pas. On est là pour partager. On appelle ça un groupe d'usagers. Le groupe d'usagers, ce n'est pas 3 personnes, on est rendu, bravo, Vincent a réussi. C'est vous, le groupe d'usagers, on fait ça pour vous. On fait ça un peu pour nous parce qu'on aime ça parler de la technologie, on aime ça partager, mais c'est le fun quand il y en a d'autres qui partagent aussi. Merci d'être là ce soir. Et sans plus tarder, je pense qu'on va laisser la place à Gilberto et Éric pour qu'ils se présentent et nous partagent leur expérience sur la construction d'un intranet. Gilberto et Éric, c'est à vous. Super. Hey, merci Serge, super bonne intro. Puis ça nous fait vraiment plaisir aussi de présenter ça, de partager. J'ai le souvenir de Francis qui avait fait une belle présentation, aussi un bon partage d'infos. Puis je pense qu'on est plusieurs à se faire des petites démos entre collègues, des fois où on est rendu même des amis. Là, fait que des fois entre amis. Je sais qu'entre autres, Francis, il a eu déjà jeté un coup d'œil à cet intranet-là quand je l'avais livré au mois de mai avec l'équipe de Novex, maintenant Idexia. Fait que non, c'est très cool. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça. Serge, ça venait d'une idée d'un post de plug que je faisais où ce que je voulais expliquer un petit peu la démarche. Dans le fond, c'est vraiment dans la continuité où ça me fait plaisir de vous présenter l'intranet. Puis ce qui est très cool que je ne peux pas faire dans le blog, c'est que je vais être capable de vous montrer en live l'intranet. Fait que, on se croise les doigts, mes accès fonctionnent encore. La Ville de Trois-Rivières m'avait laissé des accès jusqu'à aujourd'hui pour que je puisse le démontrer. Fait que dans le fond, on va avoir comme deux parties. Une partie un petit peu plus on va dire théorique, mais un peu plus magistrale, où je vais faire la présentation du projet. C'est pas bien parce que j'y vais vraiment, je parle d'un sprint après l'autre, comment ça s'est déroulé, mais je veux aussi prendre le temps de vous montrer en live de quoi ça a l'air, prendre vos questions, dire hey, clique donc là, voir comment tu as fait ça ou telle affaire. Fait que voilà pour ça. J'ai un deck que je vais partir dans une seconde. Éric, je ne sais pas si tu avais un mot d'introduction avant qu'on parte le deck. Non, en fait, ça a été super le fun de faire le projet avec toi. Puis je vais me permettre, Serge, en espérant que c'est correct, de au moins juste situer Idexia. Hein, c'est une nouvelle entreprise qui a démarré au mois de mai. Ça fait que moi, je vais peut-être juste positionner là, qu'est-ce qu'on fait, rapidos. Puis après ça, écoute, on plonge dans la présentation de Gilberto. Puis moi, dans le fond, c'est toute l'équipe technique là, qui t'a
assister là-dedans ou est-ce que je vais peut-être un peu expliquer là, comment on fonctionne à l'interne, puis tout ça. Donc, tu peux partager, Gilberto, puis Yes. on se Serge, lance. avais-tu un point? Je vois la main levée. Vous levez la main si vous avez des questions. Vous pouvez même nous interrompre. On en a pour peut-être 1 heure. On a 40 diapos. Je peux faire un 10, 15, 20 minutes de démo. Fait qu'on en a peut-être pour 1 heure, tout dépendant de la longueur de vos questions puis de votre intérêt. Fait que je ne sais pas si c'était dans ce sens-là, Serge, que tu voulais. Oui, c'était juste pour voir si tu prenais les questions tout au cours de la session ou tu veux attendre à la fin. Écoute, Gilberto, ouais, c'est un bon point. Moi, je peux agir en tant que modérateur s'il y a des gens qui posent des commentaires dans le chat. Je peux te le dire, Gilberto, ça peut être plus dynamique. Je ne sais pas si c'est C'est une qu'est-ce que bonne tu idée. préfères. Oui, bonne idée. Non, effectivement, je préférais que ça soit bidirectionnel, que ça Dynamique. soit plus un échange qu'un monologue, parce que vous allez être capable de lire notre billet de blog. Puis, tu sais, je pense que on voulait ça plus dynamique, plus live ici. Fait que, oui, quand vous avez des questions, vous lâchez douce. Vous voyez mon deck, Oui. refonte intranet Ville-Trois-Rivières. Fait que je commence ça. C'est les présentations pour commencer. Fait que si je vais ici, je vais me présenter. Gilberto Rancourt, je suis un spécialiste M365. Je suis un fan des intranets. Fait que j'ai réalisé de nombreux intranets comme architecte de solutions, comme étant comme vraiment le maître d'œuvre. Je l'ai fait à la Ville de Trois-Rivières cette année, puis c'est le projet que je vous présente, mais je l'avais déjà fait à la Ville de Trois-Rivières en 2014. Fait que c'est d'autant plus trippant de remigrer un intranet que tu as déjà fait. La vision était déjà très bien implantée. Vous allez voir que c'est un intranet très décentralisé, parce qu'on a des intranets sectoriels. Chacun des 18 secteurs a des intranets. Bref, on va le voir plus en détail tantôt. J'ai fait l'intranet d'LGS, j'ai travaillé aussi sur l'intranet de Victrix, d'ailleurs, avec Francis. J'ai fait l'aéroport de Québec, SSQ, Ville de Québec, Régidérant. Plusieurs intranets. J'ai aussi participé sur plusieurs projets d'intranet chez d'autres clients qui sont nommés ici. Je suis maintenant à mon compte. Je suis le fondateur de ma propre petite entreprise Collab 2G. J'ai fait plus d'une 50aine de projets Microsoft, toujours spécialisé surtout SharePoint. Là. Fait comme plusieurs d'entre vous, on a commencé à l'école SharePoint 2003, 2007 et autres pour finalement devenir des spécialistes M365. Moi, je suis du côté fonctionnel, fait que c'est là que moi et Eric, on se complète, ou en fait, l'équipe Eric venait bien me compléter parce que je ne suis pas très code. En fait, je préfère être vanille, comme je le dis tout le temps. Avant ça, j'étais chez LGS où j'étais leader de pratique Microsoft. C'est que je suis vendu Microsoft aussi comme la majorité d'entre vous. Sinon, je suis certifié Teams, M365, Power Platform, Deckback en informatique, MBA en affaires électroniques. Fait que bien du plaisir. Puis ça me fait extrêmement plaisir de vous présenter ça aujourd'hui. Je te laisse la parole. Chouette, merci Gilberto. Donc, Éric Fontaine, de mon côté, aussi, j'ai évolué. Là. J'étais dans les premiers user groups avec vous autres au tout départ. Et maintenant, rendu vice-président exécutif, là, mais surtout responsable de tout ce qui s'appelle les services experts Microsoft 365 en mode projet chez Idexia. Donc, le mode projet, là, c'est quoi en fait? C'est une offre de service qui est professionnelle, puis on se distingue un peu puisqu'on est maître d'œuvre. Donc, on veut ça un peu clé en main, comment on est capable de livrer des choses concrètes au niveau des clients. Au niveau de notre secteur, on fait plus affaire avec le secteur privé et parapublic, donc les villes. On en a fait plusieurs là, durant la pandémie. On travaille toujours avec eux. Et c'est ça. Donc, après ça, comment ça fonctionne au niveau de l'équipe? C'est par offre de service ou des parcours en fonction des besoins. Donc, c'est pour ça que Gilberto, dans le fond, il dit avec mon équipe, en fait, on a divisé ça où est-ce que chaque offre de service possède un peu ses parcours. Donc, on a une offre de service intranet, on a une offre de service au niveau de l'administration, de la sécurité, de la conformité, une autre au niveau de la gestion du changement. De l'automatisation puis de l'optimisation des processus avec la Power Platform. J'ai volontairement mis un peu l'espèce de dessin de la pyramide, là, c'est ce qu'on présente un peu à nos clients pour montrer un peu la progression dans la plateforme. Puis c'est nos différentes offres de services là, qui sont représentées par les différents volets qu'on voit. Puis tu l'as bien dit tantôt, Gilberto, c'est pas juste une personne qui fait tout ça, c'est une équipe. Donc on est un petit peu plus de 20 personnes là, qui se spécialisent au niveau des offres de services. Puis je me permettrai un petit peu quelques mots sur Idexia, donc si tu veux avancer, Gilberto. Donc, en quelques mots, Idexia, c'est la fusion du groupe Métallurgique et de Novex. Donc, on a pris cette décision-là en début d'année, donc ça s'est fait le 1er mai dernier.
pour regrouper deux entreprises qui étaient très similaires au niveau de son offre de service, mais qui adressaient des secteurs différents. Donc, Métallogique était beaucoup plus au niveau du public, gouvernement, etc., plus en mode service conseil. Et au niveau de Novex, on était vraiment plus dans une offre qui touchait le secteur privé parapublic. Donc, Idexia, idée, exécution, intelligence d'affaires. Puis c'est aujourd'hui 80 personnes, plus de 200 clients et de projets actifs. Et oui, c'est vrai, on a une branche de développement aussi .NET Azure et c'est ce qui nous permet parfois d'aller plus loin au niveau des solutions, donc d'aller là où de façon vanille, parfois c'est plus difficile de faire coller des morceaux ensemble. Puis comme je le disais, dans le fond, le regroupement des deux entreprises, là, on a un bel équilibre entre le marché public et le marché privé, là, environ 60 et 40 %. Donc voilà, ça fait le tour pour Idexia. Oui, si je place un petit peu le contexte, au niveau du mandat, dans le fond, nous, on faisait déjà affaire avec la ville de Trois-Rivières. On nous avait parlé de la refonte d'un intranet. Et moi, je connaissais aussi Gilberto depuis un bon bout, depuis la Régie des rentes. Gilberto, ça fait un petit bout de temps. Puis je savais que Gilberto avait travaillé sur la première version de l'intranet là, qui a été faite en 2013, je crois, en SharePoint 2013, excuse-moi, que tu avais travaillé avec le client. Puis quand que l'appel d'offres est sorti, ben, on a vérifié que Gilberto était disponible et tout ça. Puis on pouvait bâtir une équipe super intéressante avec lui comme leader et toute l'équipe technique au niveau des développeurs, analystes développeurs au niveau de Idexia et de la charge de projet aussi. Donc, tu as travaillé avec Hugo. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, la ville de Trois-Rivières, grosso modo, 1400 employés. Comme Gilberto le disait tantôt, une belle maturité au niveau de l'intranet. C'est un outil avec lequel il travaillait depuis plusieurs années. Donc, au niveau on appelle ça la saisie, elle est décentralisée entre les différents secteurs. Donc, ça donne des dynamiques qui sont super intéressantes. Puis au niveau des fonctionnalités qui étaient souhaitées par le client, on les voit un petit peu là, dans la liste, là, page d'accueil, les menus de direction, les menus des différentes directions, le méga menu. Le catalogue de services qu'on va se reparler un petit peu plus tard, bannière d'alerte aussi. Donc, il a amené des défis et qu'on a fait des réalisations intéressantes. Grosso modo, c'était ça. On a gagné l'appel d'offres. Donc, avec Gilberto, on a gagné l'intranet et l'intranet s'est réalisé. Je ne sais pas si tu en reparles un petit peu plus loin, là, mais je pense que c'était un bon challenge. Gilberto, vous commenciez en début d'année, janvier, février de mémoire, puis vous Oui, livriez. janvier. Si la livraison était prévue en avril-mai, quelque chose comme ça. Absolument, absolument. Fait Donc, qu'ici, je peut-être te juste laisse. pour, Ouais. peut-être juste pour compléter ici, c'est une question souvent que je me fais poser. C'est quoi l'équipe type d'un projet intranet? L'équipe type d'un projet intranet du côté client, là, c'est souvent un amalgame de TI, RH, com. Puis c'est à peu près ce qu'on avait du côté de la ville de Trois-Rivières. Fait qu'on avait un responsable des communications qui était qui se trouvait être un gestionnaire chef d'équipe des communications. C'était lui qui était comme décisionnaire, on va dire, de ce côté-là. Et la ville avait aussi 3 ressources TI qui se joignaient au projet. C'était toujours à temps partiel. Là. Effectivement, c'est un projet qui s'est fait à temps partiel. Moi, j'étais à 2 jours et demi semaine sur ce projet-là. La ville était à peu près, ils suivaient un petit peu mon rythme, mais peut-être qu'ils ont consacré l'équivalent peut-être d'une journée semaine. Donc, on fonctionnait, je vais vous expliquer comment ça fonctionnait en termes d'itération. Mais bref, ici, je voulais juste un petit peu positionner l'équipe du client. C'était une personne des coms et 3 personnes des TI qui avaient des rôles différents, un peu chargé de projet, un peu analyste, puis un autre qui était un petit peu plus, on va dire, intégrateur, spécialiste UX et UI, qui pouvait me challenger quand des fois je disais, oh non, non, c'est correct, natif de même, il était capable de dire, ah, c'est peut-être pas assez clean, on va peut-être être obligé de raffiner un petit peu la sauce. Fait que c'était l'équipe qu'on avait du côté de Trois-Rivières, qui était vraiment une équipe en or. Là, fait qu'on a aussi eu cette chance-là d'avoir un fit du côté du client. Fait que voilà pour le contexte. Ça va-tu? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Est-ce que tout va bien? Ça va. Le débit, le son, l'image, tout est cool? Tout Le, est cool? le clavardage est tranquille, donc Tranquille? je te fais signe s'il y a quelque chose. Super. N'hésitez pas, les gars, Ah, les filles, mesdames, s'il y a quoi que ce soit. il y a peut-être Patrick qui aurait une question. Non, Yes. m'excuse, j'ai juste posé le mauvais piton. Ah, OK. Pas de souci.
Super. OK, fait que je vous explique comment on a bâti ce projet-là en termes de planification. J'ai trois petites diapos là, très sommaires sur la planif, l'analyse puis le prototypage. Après ça, je vous montre des images. En fait, on va aller live dans l'Intranet. Après ça, je vais vous expliquer le déroulement du projet comme tel, sprint par sprint. Fait que, comme le disait Eric, le projet a commencé janvier 2023 avec pour objectif de se terminer avant la vacance estivale. Initialement, le client voulait essayer de migrer leur intranet avant la fin du support, qui était, je pense, avril 2023, la fin du support de SharePoint 2013. Moi et Eric, on explique aux clients que SharePoint 2013 n'allait pas arrêter de marcher le 1er avril 2023. Fait que le client a pris une petite respiration, puis on s'est permis de finalement un petit peu juste allonger le délai pour pouvoir livrer plus au mois de mai plutôt qu'en avril parce qu'on trouvait ça un petit peu trop short avec notre planification. Fait que c'était une approche par sprint, c'est comme ça que le client le voulait. On l'a découpé en 5 sprints de 3 semaines, suivi d'une demi-itération dédiée surtout à la mise en production. On va dire le fine-tunage de dernière minute, puis on va dire vraiment la MEP comme telle. Ce qu'on a également mis en place, c'est des scrums de 15 minutes 2 fois par semaine. Fait quelque chose comme mardi, jeudi, on commençait la journée 8h15, 8h30, un sprint, c'est-à-dire un scrum pour garder le beat. Je trouve ça super intéressant. C'était la première fois que je fonctionnais aussi structuré, on va dire, avec un client. Puis je trouve que ça amène vraiment une belle dynamique où on ne peut pas se cacher. Tu ne sautes pas de semaine, tu ne fais pas semblant que tu n'as pas fait des devoirs de la semaine dernière, ces choses-là. Puis même des fois, pendant ce sprint-là, pendant ces scrums-là du matin, on changeait les contenus des ateliers qu'on allait faire dans la journée. Je dis des ateliers qu'on devait faire dans la journée parce qu'il fallait que ça gaule, parce qu'on avait quand même plusieurs sujets à faire pendant ce court laps de temps-là. Fait qu'on planifiait entre 3 et 5 ateliers d'environ 1 heure chaque semaine avec le client. C'était pas nécessairement tout le temps, tout le monde qui participait aux ateliers. J'y étais toujours, puis il y avait des fois, c'était les développeurs d'Idexia qui venaient avec moi, des fois, c'était plus l'analyste, des fois, c'était plus le UX, toutes ces choses-là. Mais ça marchait de cette manière-là. Et à la fin de chacun de nos 5 sprints, on l'a fait, puis on l'a vraiment tenu, puis ça a été quand même super efficace. Puis c'est d'ailleurs pour ça que je suis capable de vous faire une présentation aussi détaillée, parce qu'à la fin de chaque sprint, on a fait une revue de sprint. Je préparais un deck de 10, 12, 15 diapos où on résumait tout ce qui avait été fait, toutes les décisions qui avaient été faites. C'est que ça venait un peu comme un registre des décisions. Puis quand je dis que c'est grâce à ça que je suis capable de vous présenter les différents sprints, fait que quand je vous présentais le sprint 1, puis le sprint 2, puis le sprint 3, si j'ai des captures d'écran, c'est que j'ai pris des captures d'écran de l'état de l'intranet à chacun de ces sprints-là et c'est comme ça aussi que je suis capable de vous partager le contenu de chacun des sprints-là grâce aux fameuses revues de sprint. Fait que les 5 sprints, le deck sera accessible par la suite, puis vous allez pouvoir le faire, prendre aussi en tout cas, bref, dans la vidéo, vous allez pouvoir aussi voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais en gros, le sprint 1, c'était démarrage, analyse. Le sprint 2, c'était plus analyse détaillée, design, on débute le prototypage. Sprint 3, c'est de l'intégration. Intégration-réalisation. Le gros du code a été fait quand on a été convaincu qu'il fallait qu'on le développe. Ça s'est fait au cours du sprint 3. Sprint 4, plus un sprint de QA, finalisation d'intégration et le volet formation, pour arriver à un sprint 5 où c'était plus du polissage, on va dire du final QA et un dernier demi-sprint, comme je le disais, qui était plus au niveau de la mise en production. Fait que, ça va pour ça. On va y aller dans le détail des sprints. J'ai vu une main levée, mais je pense qu'il est redescendu, fait que tout est correct. Je poursuis la présentation. Quand je dis qu'on avait du pain sur la planche, c'est que après la première semaine où on a ouvert le hood comme tel, quand on était dans l'analyse des besoins, le client nous a présenté ses besoins et on a essayé de découper ça en petits blocs. J'aime bien diviser pour régner, fait que plutôt que d'avoir 3 grosses affaires, j'aime mieux avoir 18 petites affaires. Fait qu'on est arrivé à 18 composantes à analyser et à mettre en œuvre. Fait que chacun de ces sujets-là, là, je regarde ici le sujet, le catalogue de services, page d'accueil, composante générique. Composante générique, lui, c'est comme un merge de plein de petites affaires à gauche, à droite. Mais navigation, chacun de ces points-là on a tenu un atelier de travail qui était spécifiquement sur ce sujet-là. C'est une des manières qui nous a permis de finalement adresser tous les éléments. Puis rapidement, on les a planifiés dans nos 5 sprints. Fait que là, vous voyez que si on avait 5 sprints, dès le début, dès le premier sprint qui était un sprint de planification, on savait déjà qu'au sprint 2,
on allait devoir faire du design et du wireframe et que l'intégration Teams et mobilité avec Viva Connection, ces choses-là, on l'attaquait juste lors du sprint 4. Fait que, ça permet un petit peu de positionner les choses, d'éviter de défocuser, puis ça nous oblige, à la fin de chaque sprint, on était capable de savoir, OK, on a-tu fait ce qu'il fallait qu'on fasse lors du sprint 2? Oui, le sprint 2, là, on avait quelque chose comme genre 14 sujets à traiter. Fait que 14 sujets en 3 semaines, ça fait quasiment 5 sujets par semaine. 5 sujets par semaine à se voir 2 fois et demi par semaine, à 2 jours et demi par semaine, c'est là où on arrivait à des semaines bien remplies avec de 3 à 5 ateliers de travail par semaine. Fait que voilà pour ça. Ça, ici, je voulais juste vous expliquer le découpage en plusieurs composantes. Vous allez probablement remarquer qu'il y en a certains qui sont génériques, certains qui sont plus spécifiques à Ville-de-Trois-Rivières. Par exemple, intégration de Talk2. Talk2, c'est une espèce de petit pop-up qui apparaît dans le bas de la page pour être capable de rejoindre le soutien informatique. Fait que ça, c'est un sujet en choix qui n'est pas si générique que ça à un intranet, mais des sujets très génériques comme navigation de hub plus navigation de site, super génériques à des intranets. Fait qu'on a probablement une douzaine qui s'adresserait, qu'on pourrait dire qui sont des composantes qui sont valides dans tous les intranets, certaines qui sont plus spécifiques au projet de Ville-de-Trois-Rivières. Ça va pour ça? Je poursuis. Prototype. Je vais juste préciser ici qu'on est allé vraiment par prototypage. Là, je ne vous apprends rien en vous disant que SharePoint Online, ça permet de faire du prototypage super rapide. Quand tu ne fais pas de dev, puis tu fais juste de la config, tu veux dire, créer un site, puis configurer de la navigation, puis ces choses-là, tu es capable. Moi, je trouve que maintenant, ça va plus vite de le faire à même SharePoint que de le prototyper comme on pouvait des fois le faire dans un Visio, dans un PowerPoint ou dans n'importe quel autre outil balsamique qu'on avait déjà utilisé. Maintenant, moi, je prototype directement, on va dire, dans SharePoint Online. Évidemment, on ne fait pas ça dans un site de prod, mais vous le savez ou vous allez l'apprendre. Il n'y a pas vraiment de notion de dev là, en SharePoint Online ou dans M365 où on peut avoir des tenants différents, mais la majorité des clients ont un seul gros tenant dans lequel on va se créer des sites de POC. Moi, j'appelle ça de même, là, des sites de POC ou des sites de développement. Fait que rapidement, ce qu'on a fait, on a créé un site POC intranet qui est devenu un hub qui regroupait POC RH, POC TI, POC Com, POC Com 2, POC Com 3, POC Com 1, 2, 3, dans le fond. Ça servait, entre autres, pouvoir faire des sortes de nouvelles. C'est une question qu'on se fait toujours poser. Comment que je fais pour adresser des nouvelles qui viendraient de 2 secteurs ou en fait de 2 sujets différents? Une stratégie que j'utilise et qui fonctionne relativement bien, c'est que je fais des sites différents. C'est un peu, on va dire, overkill, mais comme je le dis souvent aussi, c'est comme gratis faire des sites dans SharePoint Online. Là. Il n'y a pas vraiment d'enjeu à multiplier le nombre de sites. Fait que pour pouvoir faire finalement des sortes de nouvelles, moi, je propose d'y aller avec tout simplement des sites différents. Fait que ce regroupement de sites de POC nous a permis de rapidement tester nos idées, tester les fonctionnalités. Il faut montrer aux clients comment que ça fonctionne, comment que ça réagit, qu'est-ce que le natif fait, est-ce que ça répond aux besoins pour aller vers le développement si c'est nécessaire. Mais c'est un point aussi que je vais vous montrer, c'est qu'on a rapidement convenu qu'avec le budget puis le temps qu'on avait prévu, on n'allait pas pouvoir vraiment se gâter en termes de développement, sauf pour une fonctionnalité qu'Éric va nous présenter. C'est très, très cool. Le catalogue de services, c'est une belle réussite, c'est un beau besoin que probablement vous allez pouvoir adopter et peut-être repousser dans d'autres projets intranet. Bref, c'est ça. Je mettais la table sur l'idée que le prototypage, super winner dans SharePoint, super belle façon de démontrer ton avancement rapide avec les clients. Fait qu'on va le voir à travers les différentes phases. Je voulais avant d'aller sur les sprints comme tels, vous montrer l'intranet. C'est peut-être le bout que vous avez, qui est certainement le plus concret, qui est le plus le fun. C'est que je vais me permettre de me connecter sur l'environnement du client, puis vous montrer en live l'intranet de la ville de Trois-Rivières comme on le voit aujourd'hui. Fait que là, je suis connecté avec un compte visiteur. Fait que j'ai pas de droit de créer des nouvelles, j'ai pas le droit de modifier des fois des composantes que vous pourrez voir. Ça va être difficile pour moi de vous montrer comment c'est fait par en dessous, parce que vous voyez que j'ai une navigation, en fait, j'ai un menu plutôt restreint en termes de paramètres, mais c'est bien correct. L'idée, c'est surtout de montrer de quoi ça a l'air. Si je m'en vais sur la page d'accueil, on a des nouvelles corporatives dans la partie du haut. On a rajouté un bouton « Voir plus d'actualité » qui est complémentaire ou afficher tout ici, mais le « Voir plus d'actualité », ça faisait juste un élément visuel, un petit peu UX. C'est de quoi que j'avais déjà vu aussi sur d'autres intranets, de rajouter un bouton ici pour mettre l'accent sur le plus de nouvelles, qui est très subtil quand on le met juste dans « Afficher tout » en haut. La barre de lien rapide, le classique, avec la fameuse barre verticale sur laquelle tu es capable de mettre une couleur différente. Fait que je ne sais pas si ça sort bien à votre écran, mais ici c'est gris, ici c'est blanc, ici c'est bleu.
On a personnalisé un thème où ce que la barre de hub est dans le bleu foncé plus bleu royal, alors que le bleu ici, c'est le bleu un peu plus Microsoft. C'est un thème qui a été fait sur mesure pour la ville de Trois-Rivières. Vous savez qu'on est capable de créer des thèmes personnalisés. C'est ce qu'on a fait. Ici, on a un petit thème d'état des systèmes, un classique dans un système intranet pour dire qu'est-ce qui marche ne marche pas, plutôt que, si, mettons, le réseau est tombé dans une place, le réseau est tombé, c'est peut-être un mauvais exemple, mais mettons, tel système n'est plus accessible, le système de paye n'est plus accessible, ben, tu l'affiches dans l'état des systèmes pour dire le système de paye ne fonctionne plus, le système RH ne fonctionne plus. Ça fait en sorte que les gens se réfèrent à l'intranet pour voir s'il y a un système qui est tombé. Et je vous ai montré ici le petit morceau vert qui est quand même très cool. Ça, c'est du JSON, c'est du view formatting qu'on a utilisé. Fait que c'est même pas du dev. Moi, je capotais quand je me suis rendu compte que l'intégrateur web du côté de la V3R était capable de vraiment faire du beau HTML. Fait que j'ai outsourcé ça à V3R comme tel, qui a fait la réalisation de cette composante-là, qui est juste une personnalisation en view formatting avec du JSON pour ça. Dans le détail, je vais vous le montrer tantôt. Je vais introduire un petit peu la notion du view formatting pour ceux qui ne connaissent pas. Même chose pour les postes affichés. Si je clique sur ça ici, je vais arriver sur le PDF qui est l'offre comme telle. Mais ici, c'est une liste SharePoint avec du view formatting qui est ici. Possibilité de s'abonner. Ça, on a utilisé la vieille façon. C'est une fonctionnalité qui existe déjà, la possibilité de s'abonner. Fait que là, quand je clique là-dessus, je tombe sur la vieille affichage en classique pour s'abonner. Ce n'est pas le plus glorieux des systèmes, mais ça fonctionne quand même. Par la suite, si je descends un petit peu plus bas ici, les fameuses actualités sectorielles. Quand je disais que la ville de Trois-Rivières, Pierrick le disait aussi, qu'ils ont une belle maturité, il y avait 18 intranets sectoriels, ou en tout cas, il y a plusieurs intranets sectoriels, la police, les ressources humaines, culture, chacune des directions, finalement, a son propre site dans lequel ils peuvent eux-mêmes mettre des nouvelles. C'est que si je m'en vais, par exemple, sur le site de culture, loisirs et vie communautaire, je suis sur le site de culture, loisirs et vie communautaire. Vous voyez, ici, je suis tombé sur le site de culture. C'est les nouvelles qu'ils mettent ici, et cette nouvelle-là remonte automatiquement dans la section du bas. Le fameux webpart actualité de hub, là, on s'en est servi. Là. Fait que si je reviens sur la page intranet, la section du haut ici, le client voulait mettre 6 nouvelles en mode côte à côte. Mais en bas, on utilise la fameuse actualité de hub où on est capable d'avoir 6 previews avec images et 6 autres nouvelles qui proviennent de, vous voyez, chacun des secteurs. Puis des nouvelles, là, RH, je n'ai pas juste les RH, je n'ai pas juste le management développement durable, en tout cas, j'ai plusieurs secteurs qui publient des nouvelles, qui les mettent sur leur site et qui remontent automatiquement sur la page d'accueil via la webpart actualité. Puis on utilise la actualité de Hub qui en montre plus que moins. Si je continue à descendre, on a le classique calendrier, événements. On aimerait tous que ça soit peut-être en mode un peu grille avec les dates, avec des points. On n'a pas été dans le développement pour ce morceau-là. Fait qu'on est allé dans du natif où on a tout simplement une liste d'événements. On les met plus en gros. Le visuel est super intéressant. Fait que c'est natif en termes de calendrier. Et à droite, ici, on avait aussi un babillard qui était des fois un peu, dans l'ancienne intranet, c'est un petit peu pêle-mêle babillard avec les actualités sectorielles. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un site dédié à la notion de babillard, là, qui est donner des affaires. Ce n'est pas un marché aux puces, c'est un genre de marché aux puces, mais pour des choses internes. Fait que donner des tables, donner des cartables, donner des chaises ou échanger des chaises ou j'ai perdu tel élément. C'est comme une espèce de babillard interne, pas pour vendre du stock, mais plus pour se prêter du stock interservice. Et dans le fond, j'utilise beaucoup la webpart actualité. Fait que ici, c'est vraiment la webpart actualité qui permet de mettre différents éléments de babillard. On voit qu'on a un bas de page avec les genres de liens génériques, cadre de gouvernance, rôle et responsabilités, support intranet et ces choses-là. La météo fait qu'il fait chaud à Trois-Rivières et des liens rapides, un classique lien rapide. Fait qu'on a fait 2 séries de liens rapides. Moi, j'aime bien, plutôt que d'avoir 12 liens rapides, je préfère avoir 6 x 2, puis avec des styles différents. Fait que voilà pour ça. Et sinon, si je m'en vais un petit peu dans la navigation de hub et navigation de site, fait qu'on va regarder une navigation de hub, on met l'info sur les RH, info RH, avantages, paye horaire, carrière, santé. J'aime bien quand c'est les nombres ne sont pas si pires. Je n'ai pas un élément à 3 puis un élément à 12. Fait que c'est bien de ce côté-là. Catalogue des services, on va venir plus en détail tantôt. Vous voyez, ça tourne, c'est un petit dev parce qu'on s'en va chercher dans
On s'en va chercher ailleurs pour être capable de faire des demandes en ligne. On va refaire un petit tour tantôt. Je vais juste montrer la recherche ici. Maintenant, je mets profil. Il y a de quoi qui se filtre là-dessus. Très cool. Ça, c'est un petit dev custom. Documentation, toute la section documentation, je cherche quoi? Je cherche les formulaires, les modèles, les logos, les politiques, les organigrammes. Si je cherche les politiques, je clique sur politique, je tombe sur une page politique, je suis dans le site Intranet documentation, j'ai des liens vers toutes les différentes politiques. Si je m'en vais sur l'accueil de documentation, j'ai un beau wrap-up, j'ai un beau visuel où j'ai toutes mes différentes catégories. On va utiliser les web parts de contenu mis en évidence, où on est capable de faire ressortir les éléments les plus consultés de l'intranet, les éléments les plus consultés sur ce site-là, les éléments, qu'est-ce qui est populaire en ce moment sur ce site-là, à partir des web parts, tendance plus consultées. C'est très cool de voir que ce qui est le plus consulté sur l'intranet, c'est la convention collective des cols blancs, puis la convention collective des cols bleus qui n'est pas même plus loin. C'est syndiqué, une ville, puis on le savait déjà via les statistiques d'utilisation, c'est quelque chose qui était bien populaire. Vous voyez, c'est le fun quand l'information est capable de resurfacer d'elle-même juste par les statistiques d'utilisation. Moi, je trouve que c'est quand même de quoi d'assez cool, natif avec SharePoint. Des liens rapides vers toutes les applications. Fait qu'on a les applications les plus populaires, puis sinon d'autres sortes d'applications. Les grands chantiers, c'est 2 sites. En fait, là, ça peut être plusieurs sites, mais les grands chantiers ont comme un peu leur propre site où est-ce qu'on va être capable de mettre l'accent sur ce contenu-là. Et on finit avec l'annuaire des sites. Les 18 sites de direction, quelque chose comme ça. Là, je dis 18, là, mais c'est 6 plus 6 plus 5, c'est que ça fait 17. 17 sites de direction. Et ensuite de ça, tu as toute la couche de collab aussi. Fait que dans la fameuse pyramide de l'information, là, on a notre site corporatif. Si je m'en vais dans un sectoriel, par exemple, approvisionnement, là, je suis à la 2e couche, dans la couche intranet sectorielle. Puis si je m'en vais sur la 3e couche, équipe, site de collaboration, à ce moment-là, ça va se passer par ici, les sites de collaboration. Les différents sites d'équipe, par exemple, les Vitrovière sont aussi très structurés à ce niveau-là. Fait que chacun des sites de collaboration, là, qui est bien souvent un Teams derrière, mais pas nécessairement parce qu'ils sont beaucoup SharePoint. Je veux dire, Teams, ça ne fait pas non plus 10 ans que ça existe, là. Fait qu'ils sont encore pas mal SharePoint à ce niveau-là. Fait que les différents annuaires de sites. Fait que voilà pour ça. Je m'en vais sur le site des RH parce que c'est un highlight quand même, le site des RH, parce que c'est celui qui en a le plus. Oui, j'ai une navigation de site ici. Excusez, j'ai une navigation de hub. J'ai toujours une navigation de site qui vient quand même contextualiser davantage sur le site sur lequel je suis positionné. De quoi de cool que je peux vous montrer, c'est les organigrammes. Le client voulait de quoi d'automatique au niveau des organigrammes. Il n'y a pas de miracle possible natif, mais on a fait un milieu de chemin, un bout de chemin, on va dire, avec le client. L'information est quand même bien à jour dans l'Active Directory en termes de supérieur immédiat, quoique vous voyez que Claude est son propre boss dans ce contexte-ci. Les directeurs se trouvent être leur propre supérieur immédiat. Mais en utilisant la web part, puisque tu mets chacun des gestionnaires, tu vois toutes les personnes qui sont sous cette personne-là. Fait que sans être 100% automatisé, on va dire que c'est à 80% automatisé. Vive le 80-20, c'est ça qu'on veut. Fait que 80% de l'organigramme est automatisé parce que finalement, Evelyne, si elle la quitte, oui, il va falloir faire une modification. Mais dans le cas de Claude ou de Nancy, s'il y a des mouvements de personnel, ces choses-là sont bâties dynamiquement à partir de l'information qu'on retrouve dans l'Active Directory. Fait qu'on a des organigrammes qu'on va dire aux 3/4, 80% dynamiques. Et si je m'en vais sur un site, par exemple, comme la Travaux publics, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde dans cet organigramme-ci. Est-ce que ça sortait bien? On a toujours des versions PDF aussi là, qui sont accessibles sans nom, mais quand on veut voir des noms, puis ça aussi, c'est un souhait de la ville, c'est que chacun des employés soit un peu comme représenté à travers l'intranet. C'est souvent le gars qui est dans une équipe de 80 personnes, c'est rare que son nom apparaisse dans des organigrammes. Mais là, ce n'est pas difficile pour nous de faire apparaître l'équipe complète de M. Tessier, même s'il y a 15 personnes sous sa responsabilité. Fait que tout est là avec toute la beauté des photos automatiques avec SharePoint. On s'est permis un petit peu de fantaisie ici, là, avec un petit subterfuge que peut-être que certains connaissent avec l'image pleine largeur. Ici, c'est une petite image là, qui se fond sur le fond de l'autre. Ça fait un effet visuel vraiment cool et c'est même responsive. Là, ça se replace tranquillement quand tu attends une petite seconde. Fait que effet visuel super cool.
Fait que la recherche, on en reparlera un petit peu, là, la recherche de personnes est intégrée à travers ça ici. C'est que si je cherche Denis, il va me chercher autant des personnes. C'était juste de bien configurer le scope. Si on ne veut pas qu'il recherche dans l'intranet, on veut qu'il recherche dans tout, on va dire, dans tout le M365. Pour terminer, juste vous faire remarquer qu'on a mis une navigation de site sur la page d'accueil. C'est une question qu'on se pose dans tout projet intranet. Est-ce que je dois quand même mettre une navigation dans la page d'accueil? Souvent, on la laisse vide. Dans ce cas-ci, on a trouvé utile de répéter les éléments qu'on retrouvait dans la page d'accueil, ne serait-ce que les liens les plus populaires comme SOF, qui sont les systèmes de paye. Fait qu'on le met directement ici, même s'ils sont ici. Ça peut être pratique en mode mobile, entre autres. On va y revenir un petit peu tantôt sur ce détail-là. Pour rapide live de l'intranet, on va pouvoir y revenir à la fin. Puis pendant la présentation, on va peut-être faire référence quelques fois à cette intranet-là. Ça vous va? Vous avez des questions, des commentaires? Y a-tu des wow? Y a-tu du monde qui font comme genre S dans ben hot? Ou je sais pas, je m'attendais à quelque chose de plus hot. Il y a quelques mains levées, Sylvain. Vas-y, Sylvain. Oui, une petite question. Côté, on voyait tantôt les politiques, côté documents, sont positionnés comment? Sont-ils tous dans une bibliothèque où si les accès sont ouverts parce que c'est tous des documents qui sont publics pour tout le monde? C'est-tu rassemblé ou c'est dans chacun des petits sous-intranets que les documents proviennent? C'est mon petit côté de... Oui, gestion de documentaire, effectivement, c'est une super question, une super bonne question parce que c'est un mix des deux, je te dirais, Sylvain. Tout ce qui est un peu plus corpo va se retrouver à même le site de documentation. Fait que si on s'en va, mettons, sur les politiques, eux autres, vont physiquement se retrouver à l'intérieur de intranet documentation. Là, je vois en bas ici, fait qu'ils sont dans ce site-là. Mais si je m'en vais, par exemple, dans formulaires, par exemple, les formulaires, eux autres, sont décentralisés. Fait que là, plutôt que de présenter la liste des formulaires, on dit voici la liste des directions. Fait que si c'est un formulaire de finances que tu cherches, clique sur finances et là, tu vois, je suis redirigé dans le site des finances, dans une liste de documents, dans la bibliothèque de documents qu'on appelle formulaire finances. On a des métadonnées gérées qui sont en dessous de ça. Ce qui est très cool, c'est qu'on a utilisé ShareGate pour migrer le stock. Fait que les documents étaient déjà tous bien tagués dans l'intranet 2013 de SharePoint. On a juste fait copier avec ShareGate. ShareGate a recréé les termes dans la banque de termes et tout s'est resynchronisé à ce niveau-là. Fait qu'on a de quoi de super. Tu sais, comme ici, c'est catégorie de formulaire de frais, mais si je m'en vais sur le détail de ce document-là, on va voir un petit peu les métadonnées qui sont appliquées. Fait que tu as une catégorie, ça ici, c'est catégorie de formulaire. Le type de contenu, c'est un document. Mais bref, il me semble que je ne le vois pas vite fait, mais tu as plusieurs métadonnées qui sont toutes des métadonnées très structurées. Tu n'as pas de calendrier de conservation relié à ça parce que c'est des documents en mode publication, c'est que ce n'est pas les sources qui, eux, sont gérées autrement. Mais je ne sais pas si ça répond un peu à la question, c'est un petit peu des deux. Quand le document appartient plus à une unité, il est dans le site de l'unité. Quand il appartient plus à l'organisation, il est dans le site documentation. C'est bon. Peut-être une sous-question, quand on voyait la liste des formulaires avec les liens, est-ce que tu les faisais avec le copier le lien? Est-ce que tu les faisais avec le lien propre ou un doc ID? Question, parce qu'on a souvent des problèmes là, quand on fait des liens, tout dépendamment de la façon qu'on les fait. Si le document change de nom, bien, après ça, le lien vient briser. C'était sur la page des formulaires. Oui, sur la page des formulaires, regarde, tu vois, c'était pas formulaire, je pense que c'était dans politique, parce que tu avais des liens ici. Exact. Puis regarde, c'est pas moi qui ai fait ces liens-là ici. Puis là, je vois que le client il a fait probablement des copier de liens parce que je vois des backslash 2.b, 2.r, là, fait que c'est copier le lien. Mais avec le moi, petit quid à la fin. Moi, je vais bien aimer pointer sur, par exemple, modèle. Puis là, on arrive sur la bibliothèque directement de modèle. Cette page système-là, il y a certains clients qui l'appellent la page lettre parce que c'est la page comme un peu auto-générée. Et ce qui est vraiment très cool pour ceux qui le savent, c'est que tu peux aller faire une recherche ici, puis tu sais, ça vient filtrer automatiquement tes documents. Là. Fait que tu sais, Word, Radisson. C'est live, c'est live, c'est super rapide. Fait que moi, j'aime bien envoyer là-dessus parce qu'en plus, ta page est dynamique. Si tu rajoutes un sujet, tu n'as pas besoin de le refaire. Tes liens sont toujours bons, comme tu le disais un peu. Le document, il ne se déplace pas. Tu pointes ça route la bibliothèque un peu. Exact. C'est bon. Ton temps est expiré, Sylvain. Excellent. Francis, à toi la parole. Oui, moi, ce qui m'a attiré l'attention, c'est que Info RH a un méga menu. Mais quand on est dans RH, il y a quand même une navigation locale. Fait que je me demandais comment vous avez harmonisé ça, puis la rationnelle derrière.
Oui, bien, tu vois, il y a une bonne réflexion derrière ça. Puis le site RH ici, c'est tout ce qui est RH. Mais tu le sais comme moi, le compte de dépenses, là, c'est-tu RH, c'est-tu marketing ou c'est-tu finance? Info Ouais. RH, là, compte de dépenses, c'est sûr qu'il est là. Ben là, c'est sûr qu'il est là. Tu sais, moi, je fais. Mettons rémunération, le compte de dépenses, peut-être mauvais exemple parce que c'est peut-être dans la documentation ou autre, mais mettons rémunération et paye, là. T'sais, on le met en dessous d'info RH, mais on ne sait pas c'est qui. Mais quand je clique là-dessus, je m'en vais. Ah, je suis sur RH ici. Mais si je m'en vais sur, par exemple, j'en ai-tu qui sont pas. Ici, j'ai du contenu qui n'est pas nécessairement RH. Puis il est supposé être classé différemment. Bon, ici, régime de retraite, c'en est un exemple. Régime de retraite, c'est un info RH, c'est avantage. Quand je clique sur le régime de retraite, je suis sur le site des finances. Fait que l'info RH, il est. Puis, moi, il est plus orienté à user, info RH, alors que les autres sont plus orientés par département à l'intérieur des intranets sectoriels. Ça n'empêchera pas, juste pour compléter, quand je clique sur info RH, le niveau 1, on va dire, je m'en vais quand même sur le site des RH. Puis je pense que si je m'en vais dans assurance collective ici, où c'était régime de retraite, je vais probablement retrouver quand même régime de retraite à travers ça ici, puis on va faire une passe à palette au site des finances. Okay. Puis, juste une question générale sur le projet, je ne sais pas si tu l'abordes, mais en termes de prise de besoin, puis est-ce qu'en fait, ta commande, c'était juste de migrer tel quel en version moderne ou il y avait tout aussi une réflexion nouvelle sur le rôle d'intranet, puis qu'est-ce qu'on s'attendrait à voir, puis un sondage, puis des entrevues avec des users? C'est une bonne question. Effectivement, le client voulait faire ça au plus simple, puis son objectif, c'était de migrer son intranet avant la date de fin de support de SharePoint 2013, qui était avril 2023. Dans le contrat, même initialement, il voulait juste qu'on migre les 2-3 sites les plus importants, les RH puis la page d'accueil, puis il disait pour le reste, on le sait qu'on n'aura pas le temps puis qu'on n'aura pas le budget pour les migrer. Finalement, on les a beaucoup accompagnés puis on les a beaucoup responsabilisés parce que c'est eux autres qui ont migré à peu près 80% du contenu. Moi, je trouve que c'est une approche qui était le fun parce que tu te formes puis je trouve qu'on est payé cher pour faire du copier-coller. Fait qu'on responsabilise le client à ce niveau-là. Fait que initialement, c'était vraiment juste du copier-coller. Puis il disait ce qu'on veut, par exemple, qui avait déjà commencé à développer, c'est un catalogue de services, le petit système qui est ici. Ça, il voulait qu'on pousse un petit peu la réflexion, puis qu'on livre une solution qui était inexistante. Là, eux autres, il y avait comme une espèce de plugin JavaScript. Puis là, vous savez comme moi, ça se fait plus bien, d'injecter des affaires avec des styles, puis du CSS ou des CQWP là, avec des XSL. XSLT template transform ou autre. Là. Fait que ça, il y a juste ça que le client avait un petit peu exigé. Sinon, il y avait quand même quelques éléments dans leur wishlist, mais je ne sais pas par qui avait été conseillé au niveau de l'appel d'offres. Je pense que les projets se ressemblent beaucoup, là, mais genre Java Connection, navigation méga menu ou autre. On va dire les classiques qui viennent avec SharePoint Online qui n'étaient pas disponibles en 2013, ils disaient tout, on les veut. Là. Mais ils savaient que c'était natif. Super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je revienne sur le PowerPoint? Mais on va revenir plus loin sur la démo. On pourra finir sur ce volet-là. OK, fait, je repars en mode démo sur le deck. Fait que chacun des sprints, je vais le temps filer. Je vais y aller quand même rondement. Fait que sprint 1, c'est le volet analyse, prise de besoin, prise de connaissance de l'existant. Fait que ce sprint 1-là, les 3 premières semaines, c'est surtout voir, OK, moi, j'avais la chance de bien le connaître, là, mais j'étais quand même content de voir qu'il y avait des choses que j'avais mis en place qui faisaient encore bien du sens là, 9 ans plus tard ou 10 ans plus tard, en 2014 à 2023. Fait que, bref, première analyse où on se familiarise avec l'existant. Ici, c'est des captures d'écran de l'intranet qu'on migrait. C'est ça, c'était en SharePoint 2013. Vous voyez que c'était un CQWP avec un XSL custom pour que ça look un peu au niveau des nouvelles, mais tout était sur mesure, publié là, c'était tout sur mesure. Les statistiques d'utilisation, on a regardé qu'est-ce qui était populaire. On le voyait que les conventions collectives ressortaient beaucoup dans les statistiques d'utilisation. Les affichages de postes, description de postes. Il y avait la COVID, mais la COVID était finie à ce temps-là. Et vous voyez un petit peu aussi comment que la section de documentation était construite, là, regroupée par formulaire, les logos. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on a. On ne s'est pas cassé la tête trop. Notre mission était quand même de migrer l'existant. Ce n'était pas tant de repenser. Puis des fois, quand on s'embarquait dans des trop longues réflexions, on était tous à l'aise de dire
OK, regarde, le projet, c'est un projet là, de refonte, de migration vite fait, bien fait, qu'un budget puis un temps limité. Fait qu'on pouvait essayer de garder ça simple. Ici, ce que je disais aussi, c'est que lors du sprint 1, bien que certains besoins puissent nécessiter du développement, nous nous sommes mis d'accord pour donner la priorité aux fonctionnalités natives offertes par SharePoint. Le client était all-in sur ça. Fait que natif. Puis j'avais le beau jeu, j'étais capable souvent de dire au client, je suis désolé, on ne peut pas le faire. Fait que en fait, bref, cette fonctionnalité-là native répond à 80%. Je vous montrais tantôt l'organigramme. Ce n'est pas parfait comme solution d'organigramme, mais ça rentre dans le 80-20. Fait que premier sprint, analyse de besoins. Mais déjà, lors du premier sprint, on pouvait, par prototype, tester la plateforme, informer le client. Le client n'était pas vraiment au fait des possibilités de SharePoint Online. Fait qu'il y avait une partie un peu éducation. Il fallait que je les embarque dans mon train. Mais vous voyez, dès la fin du sprint 1, on avait déjà une première version de la page d'accueil. Le client avait quand même déjà une bonne idée de ce qu'il voulait. La notion d'intranet, de nouvelles corporatives en haut avec des nouvelles sectorielles en bas avait déjà été évoquée là, dès même les premières maquettes là, qui étaient même dans l'appel d'offres. C'est quelque chose qui a été assez facile pour nous de reproduire à même SharePoint. Puis là, très cool, je suis très content d'avoir une trace de ça. Ça, c'est l'intranet à la fin du sprint 1. Fait qu'après 3 semaines, c'est cool, là, SharePoint Online. Là. Après 3 semaines, là, tu montes ça au client. Là. Puis ça, c'est pas une maquette, là, c'est du SharePoint Online là, dans mon site de POC. Là. Fait que vous voyez, ça ressemble déjà un peu. On voit une navigation de hub ici. On n'a pas de navigation de site, mais on a les intranets, les actualités sectorielles, les événements étaient plus hauts. On avait des liens rapides. Puis ici, c'est l'état des systèmes. Là. Avant d'avoir fait du JSON, ça ressemblait à des listes beaucoup plus. Maintenant, on l'a vu tantôt dans le final, c'est juste un petit peu plus raffiné. Fait que voilà. Ici, ce qui est bien important là, de comprendre, c'est la notion actualité sectorielle vs nouvelles corporatives. Fait que les nouvelles corporatives sont en haut. C'est 2 ou 3 sites, mais gérés par l'équipe des coms qui sont poussés. Puis les différentes sortes de nouvelles permettent un peu dire c'est quel sujet, alors qu'en bas, c'est vraiment les nouvelles qui viennent de toutes les intranets sectorielles. C'est pour ça? Sprint 2, fait qu'on est rendu déjà à la semaine 4, 5, 6. Fait que lors de ce sprint-là, comme on l'avait planifié, il fallait qu'on fasse entre autres le design. C'est là qu'est né le thème custom Ville de Trois-Rivières, où ce qu'on a défini le bleu foncé. On était dans le vert sur le sprint avant. On a quitté le vert, on est allé sur le bleu qui est la couleur couleur passe-partout. Vous voyez, on avait déjà commencé à rajouter une petite touche visuelle ici en rajoutant là, des petits effets visuels là, sur des images de background. On avait choisi la couleur d'accent, on avait défini le thème. Ensuite, on a évidemment commencé à travailler sur la navigation. Fait que navigation de hub, pour moi, c'est un no-brainer. Dans un intranet de l'envergure de la ville de Trois-Rivières, c'était sûr qu'elle allait avoir une navigation de hub qui nous permet d'avoir une navigation qui est cohérente et fluide entre nos différents intranets, nos différents sous-sites, on va dire. Vous le savez, hein, dans SharePoint Online, le monde est plate, ou c'est pas le monde est plate, le SharePoint est flat, comment ils disent ça, le flat SharePoint is now flat, je sais pas trop. Là. Ouais, exactement, il n'y a plus de hiérarchie. The new SharePoint is flat, quelque chose comme ça. Fait que bref, c'est plus des sites ou des sous-sites, c'est tous des sites, des site collections en fait, qui sont au même niveau et qui sont regroupés avec un hub. C'est là qu'on a fait nos premières expérimentations de méga menus. Moi, je suis fan du méga menu, parce que tu es capable de voir plein de choses en même temps. Fait que, par exemple, plutôt que d'avoir une liste un peu interminable d'applications comme c'était dans la première version de l'intranet en 2013, où tu avais un bouton application, puis après ça, tu avais une page qui te présentait les 20 liens de l'application. Là, on a en méga menu une seule rubrique application avec les 20 sous-éléments qui sont présentés à ce niveau-là. Fait que deuxième sprint, où on a fait le design, ensuite fait la navigation. Et ensuite, on a commencé à peaufiner et définir comme étant une solution intéressante de faire du view formatting en JSON. En fait, on voulait limiter le développement au catalogue de services. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Un autre élément qu'on a convenu qu'il fallait absolument qu'on développe, c'est la bannière d'alerte. Et là, j'étais super content de travailler avec l'équipe de Novex /Idexia parce que Novex avait déjà dans sa trousse à outils de projet intranet une barre d'alerte qui allait se positionner au-dessus de la barre de hub, en dessous de la barre de tenant, on va dire. C'est qu'on va en voir un petit peu tantôt. Ici, je voulais juste vous préciser qu'on a utilisé le bioformatting en JSON pour faire ce genre de visuel-là. Fait que croyez-le ou pas, croyez-le ou non, c'est une liste SharePoint qui est tout simplement personnalisée.
Et comme je vous disais, on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaissait en HTML, CSS, JavaScript, parce qu'il est capable un peu d'injecter à travers ton JSON, mais on a fait en sorte que même sur le on-click, tu avais le petit pop-up qui affichait ici pour mettre plus de détails. Fait que c'était notre porte de sortie pour faire de la personnalisation avancée sans toutefois faire de FPFX avec des développements et tout ce que ça implique. Deux petites slides pour expliquer le reformatting pour ceux qui ne le connaissent pas trop. Ça, c'est une liste, entre autres, mettons, ça, c'est l'état des systèmes, c'est que ça, c'est le classique liste SharePoint. Et avec vue mise en forme avancée, je suis capable de mettre un petit peu de CSS, on va dire, là, en gros, le CSS HTML, pour arriver à ce rendu-là. Et pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur le PNP, il y a vraiment plusieurs exemples. Le classique des classiques, c'est la liste des anniversaires. Il y a un webpart qui fait exactement ça avec, en fait, ce n'est pas un webpart, c'est juste une liste avec un view formatting qui permet de transformer une liste d'anniversaires dans ce visuel-là. Si vous avez déjà fait des intranets, c'est sûr que vous avez déjà eu la demande de faire une liste d'anniversaires. Moi, je vous suggère, si c'est possible, d'utiliser une solution view formatting. Zero Dev, c'est déjà disponible en PNP. Bingo. Ça va pour ça? Réalisation. Ça va être bientôt ton tour, Eric. Je vais te laisser la parole dans un instant. Fait que le sprint 3 était un petit peu plus, là, on concrétisait. Fait que là, les sprints 1 et 2, sprint 1, analyse détaillée, un peu preuve de concept. Sprint 2, on pousse dans le design, on pousse l'analyse détaillée. Sprint 3, on est rendu plus dans la réalisation. Fait que c'est à ce moment-ci qu'on crée notre premier site de production, on va dire. Et les premiers sites qu'on va s'attaquer en réalisation de migration, on va dire, qu'on va passer de SharePoint 2013 à SharePoint Online, c'est des sites les plus importants comme ressources humaines, TI et communication. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas mal les gens qui sont autour de la table, qui sont dans l'équipe de projet rapproché, on va dire. Fait que, une capture d'écran d'un des ateliers de travail, vous voyez ça, c'est du vieux SharePoint 2013. OK, celui-là, tu sais, là, c'est bibliothèque par bibliothèque. Là. On le migue dessus, on le migue pas. Crochet vert, on le migue. Crochet orange, on en migue juste un peu. Crochet rouge, on le migue pas. Fait que, c'est comme à peu près, règle du pouce, là, il y a 50% du stock qui est mort entre 2013 et 2023. Là. Fait qu'il y a bien des choses qu'on n'a jamais migrées. Il y a bien des choses sur lesquelles on a été capable de mettre la hache. Fait que voilà pour ça. Et c'est lors de ce sprint-là aussi qu'on a on a pris une décision d'utiliser le Extended Header. Le Extended Header permet entre autres de mettre une belle grosse image dans ton haut de page. Ça donne vraiment une belle identité visuelle. Fait que c'est pour la page d'accueil, on va utiliser le bandeau de type Extended Header. Pour ajouter une touche V3R, puis le graphisme qui est arrivé avec cette image-là, ça fitait au bout dans le visuel. Je poursuis. Je parlais d'Extended Header. J'en parle un petit peu dans le blog, mais je veux juste vous faire remarquer ici, c'est un clin d'œil parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas comme pogné un twist comme ça, là, mais si tu déclares ton site comme étant un home site, le root, ton site d'accueil, tu déclares comme ton home site, quand tu es en Extended Header, la nav de hub devient ta navigation de site. Fait que là, ça, c'est weird. Tu n'as pas de navigation de site, elle disparaît ta navigation de site, puis en fait, ta navigation de hub, qui est normalement en haut, devient en bas. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, là, mais j'ai une capture d'écran ici là, pour le démontrer. Fait que ça ici, c'est clairement, je ne sais pas si vous voyez ma souris, je pense que oui. Hein. Ça ici, ça devrait être la navigation de site, mais ce qu'on voit présentement, c'est la navigation de hub. Puis parce que ce site-là a été déclaré comme étant un home site, puis là, je ne rentrerai pas dans le détail de qu'est-ce qu'un home site. Là. Ceux qui veulent s'informer, vous le googlerez. Là. Ça active plein de petites fonctionnalités. Là. Le fun quand même, généralement. Mais là, ça a venu un peu de fucker le chien dans notre réflexion parce que là, moi, puis les clients étaient d'accord avec moi, là, on ne comprenait absolument pas pourquoi que sur la page d'accueil, la navigation de hub serait finalement la navigation de site, puis il n'y aurait pas de navigation de hub. Puis à chaque fois que je serais dans un Internet sectoriel, ma navigation de hub serait revenue en haut, puis ma navigation de site serait propre au site. Je comprends que c'est, comme je le disais tantôt, je comprends que sur une page d'accueil, tu n'as pas tellement envie d'avoir une navigation de site parce que ton site d'accueil, ce n'est pas tant un site, c'est plus comme une page. Mais honnêtement, celle-là, je serais curieux de parler aux gars de Microsoft pourquoi ils ont fait ce pass-là juste pour le Extended Header. Vincent, as-tu pris une note? Ouais, je ne suis pas dans cette équipe pour lui là, mais oui. c'est juste un clin d'œil parce que je la comprends pas vraiment. Là. Puis, Microsoft n'a pas le choix à un moment donné de faire des compromis, puis un peu des
des décisions très éditoriales. Mais celle-là m'a surpris. Puis j'étais quand même content de voir qu'il y avait une note. Note, when you apply the extended header layout to the site, you will no longer see the site navigation. So it's by design. C'est pas un bug. Le site principal reste quand même très spécial au vu de SharePoint. Hein. Il y a les affaires par rapport à Viva, il y a les affaires par rapport au partage, il y a les affaires par rapport à la navigation. La app bar à gauche qui est différente aussi. Etc. Il y a vraiment beaucoup de spécificités avec ce site-là. De mon temps, quand j'étais encore consultant SharePoint, nous, ce qu'on faisait souvent, c'est que les intranets, on les déportait sur un autre site que le site principal. Et le site principal, on gardait ça comme un site technique pour l'impacter le moins possible et on mettait les intranets sur un autre site avec une redirection ou quelque chose du genre. Bientôt, on pourra faire plusieurs on-sites sur Autonote. Oui, maintenant, effectivement, tu as la capacité de redéfinir ton on-site, tu as la capacité, tu devrais bientôt, je ne sais pas si c'est encore sorti, d'en faire plusieurs. Pas encore. Mais c'est des choses qui évoluent doucement. Mais encore une fois, il faut vraiment faire attention avec le site principal parce qu'il est vraiment spécial. Donc, s'il y a des choses qui notamment ce qui impacte beaucoup les choses, c'est de changer les permissions de ce site-là. Et si dans la motion que tu fais, le fait que tu travailles sur ton intranet ou que vous travaillez sur vos intranets, vous avez besoin de changer les permissions du site principal, faites attention parce que ça peut avoir pas mal d'impact sur des fonctionnalités natives, non seulement de SharePoint, mais aussi d'autres produits de la suite Office 365. Effectivement, il y avait les intégrations avec Viva qu'on voyait qu'il y avait des... On le sait tous, Viva, c'est l'avenir, mais Viva n'est pas encore peut-être aussi près qu'on le souhaiterait tous. Fait que je voyais qu'il y avait quand même un petit peu des interactions où il y avait des éléments qui se positionnaient. Puis pour juste faire un peu du pouce par le site principal ou le root, l'intranet, on l'a placé au root. Il y avait déjà un site, on l'a swappé, ça a bien fonctionné. Fait que l'intranet, il est au root du tenant. Mais on n'est effectivement pas obligé de déclarer le root comme étant le home site. On est capable de déclarer un autre site comme home site. On a un seul home site, mais on peut déclarer n'importe quel site comme home site. Je vais poursuivre sur ça. Réalisation. Fait que là, dans la réalisation, c'est ce que je poursuis un petit peu ici, la navigation en mobile. On avait toujours une réflexion de mobilité. Le client souhaitait on est dans un contexte municipal où ce n'est pas tous les employés qui ont un ordinateur de bureau. Toute l'école bleue, des personnes qui sont brigadiers, il y a même des personnes qui n'ont même pas de compte utilisateur. Le chauffeur de Zamboni, là, on n'a rien, mais c'est un employé de la ville, mais qui n'a pas d'ordinateur et qui n'a même pas d'user dans l'AD. Je m'étale pas là-dessus. Mais bref, je veux juste ici présenter la navigation mobile. Fait que cette réflexion-là de app bar, l'intégration avec Viva, voilà. Le sprint 3, c'était un sprint de réalisation. Fait que c'est là que l'équipe de développement de Novex est entrée en jeu, entre autres pour ce qui est du développement du catalogue de services. Donc, on voit une première mouture du catalogue de services. Et sur ce, je vais passer la parole à Eric qui va peut-être pouvoir détailler davantage sur ce volet-là. Oui, parfait, merci Gilberto. Puis pendant ce temps-là, tu peux passer en mode démo pour présenter le widget. Mais grosso modo, nous, dans le fond, on provient du monde de SharePoint 2007 qu'on a tous connu, 2013, etc. Donc, on a fait des sites de publishing en masse, que ce soit Internet dans le temps, quand on pouvait encore le faire, ou Intranet. Puis on avait remarqué que nos clients nous demandaient souvent un peu les mêmes fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles au niveau de la plateforme vanille. Donc, on a bâti une petite trousse d'outils qu'on vend à nos clients. Et là-dedans, on retrouve entre autres la bannière d'alerte que Gilberto va présenter dans quelques minutes. Mais on fait aussi du développement sur mesure. Et à l'interne, chez nous, c'est ça, comme j'expliquais tantôt, on a des développeurs .NET, des développeurs React, des architectes. Et quand on les combine avec du fonctionnel là, au niveau de la plateforme SharePoint ou autre élément là, au niveau de M365, là, on peut souvent créer des choses super intéressantes. Puis ça, c'est un bel exemple au niveau du catalogue de services. C'est comme ça que tu l'appelles, le catalogue de services, Gilberto? Oui, catalogue de services, effectivement. Ouais.
que je vais te laisser présenter où est-ce que nos développeurs ont été mis à profit. Puis nous, on applique dans le fond les mêmes bonnes pratiques là, qu'on a appris dans les dernières années, comment bien développer avec des composantes React, installer ça dans le cloud pour que ça fasse du sens, que ça soit performant, etc. Donc, c'est ça qu'on a appliqué dans notre recette. Et cette équipe-là est en soutien à nos différentes offres de services là, que je vous expliquais tantôt. Dans ce cas-ci, l'offre de service intranet. Fait que je te laisse présenter un petit peu la fonctionnalité. Puis au niveau de la bannière, on pourra dire quelques mots par la suite. Super. Le catalogue de services, la vision du client, c'était que le client n'a pas besoin de savoir c'est qui est responsable d'offrir ce service-là. Je veux des cartes d'affaires avec le Trois-Rivières. C'est-tu la pro? C'est-tu les coms? C'est-tu le marketing? C'est-tu les TI? Les cartes d'affaires, c'est pas évident. Je m'envoie dans le catalogue de services, je clique catalogue de services et je cherche carte. Il va y avoir un filtre qui va s'appliquer. J'ai 4 services correspondant à vos critères. J'ai demande d'accès à une couche GMAP. Bon, il y a les cartes, la géomatique, mais on a ici commande de carte professionnelle. Tous les liens de demande en ligne vont pointer sur un formulaire Forms qui va ensuite faire rouler un Power Automate, faire de la statistique un peu et ces choses-là, qui va aboutir à une demande un peu courriel. Des fois, ça peut créer un Jira ou ces choses-là. Mais la majorité de ces éléments-là vont aboutir sur un Forms de ce type-là. Mais pour accéder à ces différents Forms-là qui sont construits par les clients, on les a tous regroupés ensemble. Ce n'est pas encore toutes les directions qui ont comme un peu bâti l'inventaire des services qui offrent aux autres directions, mais c'est comme ça que c'est construit. Mettons, je veux faire une demande de création de nouvelles sur l'intranet. Fait que je vais marquer nouvelles. Fait que actualité intranet, toute demande de publication actualité sur l'intranet. Voyons, même aller mettre des mots-clés en arrière de ça, parce que nouvelle, il ne se retrouve même pas dans la description de cet élément-là, mais probablement qu'il y a un mot-clé sur cet élément-là. Si j'allais en dessous de ça, c'est une liste SharePoint avec des méthodes gérées. Le catalogue de services, c'est une liste SharePoint. Et si je ferais, par exemple, nouvelle ici, je vais avoir probablement résultat. Actualité intranet, j'ai probablement mots-clés, nouvelles, annonces, informations. Fait qu'un petit peu d'intelligence, un peu à la classique SharePoint, tout ce que c'est une liste SharePoint en arrière de ça. Mais l'équipe de Novex a fait un super travail pour ce qui est vraiment du développement d'une composante par-dessus qui permet d'interfacer le tout, mettre de la recherche, trier, filtrer par direction, réinitialiser, demande d'ajout de catalogue, un look très, très, très chic avec la notion d'accordéon qui existait déjà, comme je disais, dans une espèce de JavaScript CSS qu'on n'était pas capable de refaire, mais on a voulu conserver quand même le look and feel de comment était structuré le catalogue. Et tout ça, c'est des listes SharePoint. C'est très, très ITIL un peu aussi. Là. Marc Latutal à la ville, là, un gestionnaire là, très, très ITIL comme ça. Là. Ça, c'est qui doit le faire, c'est quoi le délai, 2 jours ouvrables, 2 jours ouvrables, 1 jour ouvrable, ça s'adresse à qui, à tous, ça s'adresse des fois aux gestionnaires ou juste au personnel cadre ou ces choses-là. Ça, c'était l'idée derrière le catalogue des services, qui est de loin le plus gros développement qui a été fait dans le cadre de ce projet-là. Et l'autre petit développement qui a été fait aussi, puis là, je ne peux pas vraiment le démontrer en prod parce que vous comprendrez que la bannière d'alerte, c'est pour indiquer de quoi le genre avis d'ébullition d'eau ou ces choses-là, ou de quoi est super important au niveau de la ville. Mais là, je m'en vais sur le site de POC. Et vous voyez, ça look de ce style-là. Petit bouton un peu qui clignote, mais de quoi d'assez discret, quoique pas tant que ça, parce qu'initialement, on voulait que ça soit plus discret, puis les clients disaient on veut que ça soit rouge pétant, on n'en mettra pas souvent, mais quand on en met, on veut que ça soit la première chose que les gens visitent, en fait, remarquent, et cette bannière-là va suivre dans l'ensemble de l'intranet. Fait que si je m'en vais sur un site que je n'ai pas les accès, mais si je m'en allais sur le site des RH, je verrais encore le bandeau qui suivrait. C'est que ce bandeau d'intranet-là suit dans l'ensemble de l'intranet. Fait que si j'étais en prod et que j'avais les droits, je pourrais rajouter quelque chose qui viendrait se injecté entre la navigation de hub et la barre de talent dans le haut ici. Ça, c'est notre bannière d'alerte. Et pour ce qui est du catalogue de services, on en a fait une brève présentation. Ça, Gilberto, je peux me permettre la bannière d'alerte, c'est tous nos clients, une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionne. Là, tout le monde le demande, donc ça faisait partie de la trousse qu'on offrait. Donc, super bien fait. Le package que vous avez fait est vraiment cool, où on est capable de mettre une date de début, une date de fin. On est capable de désactiver, activer. On est capable de mettre des liens utiles. En savoir plus, ça mène sur une page de détails. Fait que beau petit développement FPFX qu'on déploie. Une question de Joanne, ouais.
Oui, Johannes. Johannes. Johannes, je m'excuse. Oui. Je voudrais savoir, ça vous a pris combien de jours pour créer cette composante SPFX environ? Je vais répondre. C'est parce que dans le fond, ici, la bannière, elle était déjà faite. Nous, on l'avait créée, elle faisait partie du package. Donc, pour ça, ça a été quand même assez simple. Par contre, pour le catalogue, c'est une bonne question. Au niveau des heures, je sais qu'il y a beaucoup d'heures qui ont été passées là-dessus. Gilberto, as-tu le chiffre? Moi, j'ai une centaine d'heures en tête pour le développement du catalogue des services, environ. Ça va pour une composante comme ça. Oui, 10-15 jours de développement, probablement. Oui, OK, ça va. Oui, avec plusieurs cycles d'approbation et du Q&A. On a rafraîchi un petit peu aussi le look and feel, la notion de trier par filtre ou de filtrer par catégorie. Là, je veux juste qu'est-ce qui est base de données. Fait que la notion ici a été, cette barre de recherche-là a été peaufinée. Fait que voilà, peut-être une centaine c'est une grande d'heures. composante, alors si vous faites ça en 10 jours, c'est bon. Ils sont quand même efficaces. C'était pas le premier, là. C'est ça l'affaire quand tu en fais plusieurs, tu sais, tu as des patterns et tout ça, donc ça va quand même assez bien. Il y a d'autres questions au niveau du développement. Je pense que j'aurais fini pour ce qui est du Sprint 3 réalisation. À la fin du Sprint 3, capture d'écran, l'intranet était rendu sur ce style-là. Vous voyez un petit peu la barre ici, la barre d'état rapide, là, mais c'est-à-dire la barre d'alerte n'était pas encore sur le gros visuel rouge. Avant ça, elle était sur un dégradé de couleur. Ensuite, vous voyez, les intranets sectoriels prennent, c'est-à-dire les nouvelles, on commence à avoir un petit visuel, on commence à avoir du formatting sur les éléments. Fait que vous voyez, ça commence à se positionner tranquillement pas vite. C'est une capture d'écran. On est rendu à mi-projet. Maintenant, le Sprint 4, on est rendu à Sprint 4 sur 5, c'est pas mal la fin, c'est le temps d'intégrer le contenu. Fait que l'étape d'intégration est maintenant lancée, c'est le temps de créer le site de production. On conserve notre site de hub tout le temps, notre site de POC tout le temps pour faire des tests. Moi, j'aime ça que quand on fait des choses en prod, on fait juste des choses qu'on sait. Si on veut faire des choses pour s'essayer, on le fait toujours sur le site de POC. Fait que le site de POC, il est valide jusqu'à la veille du jour du lancement. C'est à ce moment-ci qu'on a fait un swap avec le root pour pouvoir positionner l'intranet au root du tenant. Et on peut maintenant officialiser le nombre de sites, les URL, les noms des sites, ces choses-là. Puis on a 27 sites au total. Puis là, il y en a certains qui vont me dire, c'est énormément débile, 27 sites pour intranet. Je vous le dis, moi, je trouve que c'est gratuit faire des sites. Fait qu'il n'y a rien à... OK, on se comprend, on a un site d'accueil, puis on a 17 sectoriels. Fait que ça, on ne peut pas vraiment s'en sortir. Mais des nouvelles, il y avait 4 catégories de nouvelles. Des nouvelles de type, je vous remonte ici, si je reviens sur la page d'accueil, on a des nouvelles de type information, on a des nouvelles de type technologie d'information, on a des nouvelles de type ressources humaines. Les nouvelles ici, ressources humaines, là, c'est des nouvelles corpo de type ressources humaines. Ce n'est pas des nouvelles du site des ressources humaines. Si je cliquerais sur ressources humaines ici, je ne tombe pas sur le site des ressources humaines, je tombe sur les nouvelles de type ressources humaines. J'ai les différentes catégories. C'est que si je m'en vais sur les nouvelles direction générale, j'ai une sous-catégorie. Ça, c'est juste ce qui est direction générale. Si je m'en vais sur information, on utilise la page d'accueil de ces sites-là pour ne pas être obligé d'utiliser la page système de ces affaires-là. Quand je clique sur affichage tout, là, je tombe sur la page système où je suis obligé d'avoir la personne qui l'a créé, alors que quand je suis ici, je ne suis pas obligé de l'avoir parce que c'est moi qui personnalise la page d'accueil. Je fais juste une petite diagonale sur 4 types d'actualité. Puis 5 autres types, un site annuaire, un site babillard, un site catalogue. Le catalogue a son propre site. Là. Il y a une page dans le site avec la composante FPFX, mais ça permet de gérer plus simplement la sécurité. Chacun des sites peut avoir sa propre sécurité. Jamais je vais briser la sécurité sur une bibliothèque. Jamais je vais le faire sur un dossier, puis encore moins jamais, plus jamais sur un document. Fait qu'on le brise de cette manière-là, on le brise uniquement sur le site. Fait que 27 sites, c'est peut-être un peu overkill, mais ça ne coûte rien et ça simplifie d'autres affaires. Gilberto, on a une question, mais je pense que tu as commencé à y répondre. Là. Pourquoi les avoir découpés par site? Pourquoi ne pas avoir utilisé des métadonnées ou des content types par rapport surtout à tes actualités? Là? C'est une excellente question. Puis c'est entre autres pour être capable de facilement pouvoir les faire afficher. Relativement. Oups, ça a coupé. Qui marche relativement bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, il y a eu un partage d'écran. OK, c'est revenu, ça revient. Fait que, bref, c'est entre autres pour pouvoir faire afficher cette information-là ici. Fait que information, nativement en le faisant dans des sites différents plutôt qu'avec des métadonnées, où là, on est capable de faire un filtre dans la webpage comme tel puis dire, fait que si tu veux pas faire d'autres, si tu veux pas faire 4 sites, tu peux faire
4 vues en filtrant. Mais bref, c'est quasiment juste pour être capable de faire afficher cette information-là ici. Puis j'imagine que c'est un peu comme ça que Microsoft l'avait pensé pour que ça apparaisse ici. Bref, je suis en train de leverager ça. J'ai hâte qu'on soit capable de personnaliser davantage cet affichage-là pour peut-être être capable de mettre des métadonnées qu'on pourrait mettre sur les pages. Mais là, présentement, la seule affaire qu'on est capable de faire afficher ici nativement, c'est le site de provenance. Fait que c'est pour ça que je le fais de cette manière-là. On t'appuie, Gilberto, notre ami Francis qui dit qu'il fait comme toi. Yes, sir! Alors, dans le Sprint 4 intégration, c'est aussi à ce moment-là qu'on a fait une première rencontre plus officielle avec l'ensemble de nos responsables de site. Quand je disais qu'on avait une vingtaine, voire une trentaine de parties prenantes, là, tous les responsables des intranets sectoriels commençaient à être rencontrés un à un. On les initiait au projet, on les informait, on les rassurait que ça allait être nous, les TI, et les coms et les RH qui allions migrer leur contenu intranet. Ils allaient devoir participer à faire le QA puis nous aider à, des fois, confirmer qu'on pouvait supprimer tel contenu. Mais bref, on est présentement le 4 avril et on annonce à tous que le lancement aura lieu mardi le 16 mai. Et je suis très fier de vous dire que le lancement a eu lieu effectivement mardi le 16 mai. Fait que là-dessus, on était vraiment sur la coche. On présentait à nos clients qu'on était ici le 4 avril, qu'on allait migrer le contenu, qu'il allait faire l'assurance qualité, qu'il allait ensuite devoir suivre une formation avant qu'on leur remette les clés de leur site. Fait que c'était très bien schématisé, très bien planifié à ce niveau-là. Alors, on est présentement au Sprint 4. Ensuite, des petits détails. On commence au Sprint 4, je le disais tantôt, Viva Connection, l'intégration à Teams, c'était un des besoins qui était dans l'appel d'offres. Et on ne devait pas l'attaquer avant le Sprint 4. On est au Sprint 4, on fait des efforts pour faire tout ce qu'il faut pour configurer Viva Connection comme on le souhaiterait. Fait que, bref, on déploie le petit logo. On met, là, n'ayant pas utilisé le home site, la page d'accueil ne rentre pas directement dedans, mais une façon super ingénieuse que l'équipe de IDEXIA a trouvée, c'est qu'on met une seule tuile en page d'accueil, on va dire, de Viva. En mode mobile, c'est fameux parce que ce que tu fais en mode mobile, quand tu cliques sur Teams, Viva Connection, tu vois tout ça. Quand tu cliques dessus, tu arrives directement sur ta page intranet. Et voilà pour ça. Une autre petite affaire que c'est la première fois que je faisais, mais que je trouvais très cool, c'est mettre une bibliothèque d'images organisationnelles. Fait que toutes les images corporatives de la ville ont été ajoutées dans la bibliothèque d'images organisationnelles. Fait que tout le monde qui veut des photos, ben, d'habitude, tu t'en vas dans Images d'archives où tu as les stocks photos de Microsoft, mais là, tu as la possibilité de rajouter votre organisation. Fait que là, on rajoute les stocks photos de la ville de Trois-Rivières. La ville de Trois-Rivières avait déjà une belle banque d'images qu'on a d'ailleurs dédié un site pour ça. C'est que si je m'en vais dans banque d'images de la ville, fait que toutes les banques d'images, soit de vue, loisirs ou lieu, si je clique sur lieu, bibliothèque d'images de lieu, c'est que toutes ces choses-là sont centralisées dans la banque, les assets, pas l'asset, le Global Asset Library, là, le bibliothèque d'images organisationnelles, mais toutes ces images-là, on les mettait en valeur à travers cette bibliothèque-là. Fait qu'un petit plus. Il y a plein de petits plus comme ça, je n'ai pas le temps de vous parler, mais on en a fait pas mal de petits plus. Le Sprint 4 intégration, on peaufinait le catalogue de services. Il y a les méthodes gérées qui sont à l'intérieur de ça aussi. C'est un petit peu plus rapide avec les méthodes gérées. Et à la fin du Sprint 4, on est rendu à ce visuel-là. Vous voyez, le bandeau d'alerte en haut a repris la forme actuelle et on est pas mal plus rendu proche du look de production. Je termine, sprint numéro 5, finalisation. C'est lors de ce sprint-là que tout le monde a été formé. Une belle capture d'écran de la page de documentation. Ça, c'est mon toc de planification. Je vous montre le plan de lancement en 19 points. Fait que le lancement avait lieu le 16 mai. On savait tout qui devait faire quoi. Le 15 mai à 14 h, on synchronisait les nouvelles. Le 15 mai à 14 h, à 15 h, on synchronisait l'état des systèmes. On donne l'accès à tous. On donne l'accès à tous via la sécurité de Hub. Moi, je trouve quand même le fun de pouvoir mettre tout le monde sauf les externes. Tu le mets comme visiteur du Hub et ensuite, ça se propage tout seul via la propagation avec la notion de sécurité de visiteur du Hub. Mais ça prend quand même quelques heures avant que ça se propage. Super succès. Ce qui était très cool, on a commencé notre MEP le 15, la veille du lancement, à 14 h et à 17 h, tout était fini. On restait juste à attendre le lendemain pour le dévoilement d'Internet à l'ensemble des employés. Le catalogue de services dans sa version finale, on l'a regardé tantôt. La MEP, comme je disais, à 15 h, on débutait, à 17 h, tout était terminé. C'est que c'était super. Là, on était comme tout stressé, qu'il arrive plein d'affaires, mais on avait tellement tout bien prévu au corps de tour que tout a bien été.
tout a bien été. Le client était choyé parce que au-delà d'un bel intranet, on a réussi, c'est ça qui a fait quand même que ce projet-là est particulièrement réussi. Dans les budgets, on était rendu à 99 de notre budget. Au lancement, 99 du budget consommé, fait aucun dépassement de coût, ni de calendrier, ni dans la portée, même qu'on avait dépassé la portée du projet parce qu'initialement, le client souhaitait qu'il y ait la page d'accueil, le site DRH qui soit migré. Et le client a pris des bouchées doubles en prenant des responsabilités de son côté pour contribuer à la migration du contenu. Bref, au lancement, tous les sites étaient prêts. Voilà pour ça. Question, Francis? Oui, question. Il y a quelque chose que je n'ai pas saisi, puis je pense que tu en as parlé du home site, que finalement, vous ne l'avez pas mis comme home site. Puis là, je vois aussi que dans Viva Connections, vous avez la nouvelle expérience là, avec le portail de base plutôt que d'intégrer directement l'intranet. Donc, je n'ai pas saisi qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas déclaré comme un home site et si ça vous a donc empêché de le mettre directement dans Viva Connections. Le deal breaker de ne pas le déclarer home site, c'est la navigation de hub qui se positionnait comme navigation de site. Puis ça, le client était turn-off bien raide. Puis moi aussi, fonctionnellement, ça m'a choqué. D'autant plus qu'on avait trouvé une utilité à mettre une navigation de site dans la page d'accueil, ce qui n'est pas évident. D'habitude, tu as juste ta page d'accueil, tu as juste ta navigation de hub. Maintenant, on avait trouvé une utilité, une navigation de site. Puis en activant l'extended header, parce qu'on voulait aussi l'extended header qui donnait vraiment un beau visuel là, avec le bandeau V3R ici en arrière, c'était éclairant. Fait que là, de ne plus avoir ça, on a renoncé au home site au profit d'avoir notre extended header et notre navigation de hub de site qu'on trouve particulièrement intéressante en mobile. Parce que sinon, tu as juste la navigation de hub en mobile, puis c'est un peu drôle parce que tu n'as pas de nav, on dirait, il faut que tu cliques sur la. Ouais. Mais c'est pas mal ça. Puis ils ne se mettent pas un en dessous de l'autre. Elle écrase carrément la navigation de site, c'est ça? La navigation de hub disparaît. C'est comme si tu n'avais plus de navigation de hub, puis la navigation de hub prend la place de la navigation de site. C'est inexplicable. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, les deux que j'ai fait dernièrement, c'est heureusement, guillemets, il n'y avait pas de navigation locale à l'accueil même, là, dans le hub. Donc, c'est quand même. Tu ne perds pas ta navigation de site, mais c'est weird parce qu'elle devient en bas, puis après ça, quand tu avais dans un hub, monte en haut. En bas. Ouais. C'est ça, exactement. Fait que là, quand tu vas dans les autres sites, elle retourne en haut. Bon, c'était un compromis acceptable, mais c'est un compromis. On ne comprenait pas. Ça marche. C'est ça. Exactement. Bon, okay. Mais merci. C'est pas fou, mais c'est pas top. Puis on l'a découvert un peu tard que la vie. Là, on a dit, puis finalement, on n'a pas tant de bénéfices du home site, même qu'on préférait utiliser le Viva Connection un peu classique. Là, je ne sais plus. En tout cas, ça bougeait pas mal dans le temps du mois de mai, la nouvelle expérience, mais avec le bouton. Fait qu'on est allé là-dessus. Quand on disait que l'intranet était mature à la ville, là, checkez les stats d'utilisation de cet intranet-là. Le 29 juin dernier, OK, là aussi, c'est les stats que j'ai pris la semaine passée. Au-delà de près de 1000 visiteurs uniques par jour sur l'intranet, ce sont 1400 employés, puis il y en a, je pense, 500 qui n'ont pas d'ordinateur. Fait que tout le monde se connecte, au démarrage de la session, mais quand même, tout le monde y va sur l'intranet. Moyenne 13 000 visites quotidiennes. Au cours des 30 derniers jours, nous avons enregistré plus de 266 000 visites et depuis le lancement, ce chiffre a dépassé les 500 000 visites. Les gens, ils vont vraiment tout le temps sur l'Intranet. Mais tu sais, un intranet qui a du contenu, qui est bien structuré, qui est rafraîchi. C'est joindre l'utile à l'agréable. C'est comme tu y vas parce qu'il y a du stock, puis parce qu'il y a du stock, tu y retournes, puis c'est un réflexe. Le réflexe est vraiment développé à la ville de Trois-Rivières. Ça fait plusieurs années qu'on a Intranet quand même avec une belle vision avec les intranets sectoriels. Bref, super fier de présenter des chiffres de cette envergure-là, 260 000 visites, 500 000 visites. Je ne vois pas ça souvent sur des intranets de 1000 employés. On visait quand même aussi la mobilité. On disait qu'il y avait plusieurs utilisateurs qui étaient sans ordinateur de bureau, mais qui avaient quand même des comptes AD. C'est que ces personnes-là, on propose qu'ils utilisent le mobile. Donc, on a entre 2 et 5 d'utilisation de mobile selon les statistiques ici. Et on voit que c'est le site des RH qui est le plus populaire. L'intranet, 1000 visiteurs, RH 540, les TI, documentation, ici, cette information, c'est les nouvelles, en fait, excusez. Les TI, greffe, ressources humaines. Ça, c'est peut-être les nouvelles des ressources humaines.
par rapport aux ressources humaines ici qui est peut-être le site. Il y a une question de Marie-Claude, je ne sais pas si c'était sur les statistiques, Marie. Non, Gilberto, après 4 mois de lancement, y a-tu des choses qui ont été designées, puis à l'utilisation, c'est mieux qu'ils espéraient ou c'est un peu ils s'attendaient pas à ce travail-là? De pouvoir voir la notion de, après une livraison, comment les usagers se retrouvent avec ce nouvel intranet-là? J'ai pas eu foule de commentaires. Moi, j'ai reparlé au client le 29 juin, soit un mois après le lancement, là, un mois, 5-6 semaines après le lancement, puis le client avait aucun problème, aucun enjeu, très, très satisfait. Pas de mauvaise ou de bonne surprise. Je le vois comme vous ici, là, mettons une nouvelle qui a été lancée il y a 8 heures, 59 vues, 29 août, 341 vues. Pour avoir des vues, ça prend du monde qui clique dessus. Là. Fait que les gens, ils rentrent des nouvelles pour aller les voir. Tu vois, c'est en vie ici. Je suis extrêmement surpris de voir que les actualités sectorielles, il y a 11 heures, il y a 6 jours, il y a 29 août, 28 août, 23 août. Tu sais, les secteurs publient du stock. C'est agréablement surpris. Gilberto, quand on dit qu'on est dans une culture où est-ce que l'intranet est établi depuis longtemps, ça apparaît, c'est ça qu'on voit. Là. Ça. Les gens sont habitués. C'est un pattern connu. Les secteurs sont vraiment riches là, en termes de diffusion d'infos. Les finances, moi, j'ai monté ce site-là, les taux de taxes, tout est là, tout est bien mis à jour, documenté. C'est des comptables. Il y avait plein de fichiers Excel, embed, puis c'était déjà la seule façon d'accéder à cette information-là. Eux autres mêmes vont chercher l'information dans leur site intranet. Ils ne vont pas le chercher dans un G ou un H ou un serveur de fichiers. Ils ont le réflexe d'aller le chercher sur leur propre intranet. Autant les intranets sectoriels sont des vitrines pour les autres employés qui consomment les services des finances, mettons, autant le service des finances utilise son propre intranet pour travailler, pour prouver son contenu. Mais non, je n'ai pas eu de feedback très, très récent là, à savoir s'il y a eu des ratés ou autres. Mais s'il y a eu des ratés, j'en aurais entendu parler, puis j'ai quand même eu quelques contacts avec les autres pour avoir l'autorisation de nous présenter ça, puis étaient très fiers de nous laisser, de nous permettre de vous le partager. Tu vas avoir ton collègue Sylvain qui a posé une question. J'ai-tu encore un petit peu de temps, Gilberto? Là? Je vais faire ça vite. 2 mini-questions. Y avait-tu du contenu à accès restreint que vous deviez gérer, soit sur des documents, mettons, dans les formulaires, il y a 12 formulaires que c'est juste pour les gestionnaires, vous ne voulez pas que les autres les voient. Y avait-tu des petits enjeux comme ça ou si c'était pas mal tout du contenu wide open pour tous les employés? C'est une bonne question. Non, dans la vision de l'intranet, puisque le contenu corporatif au haut de la pyramide doit être public tous, c'était correct. Il n'y avait pas vraiment de contenu privé. On a pensé en émettre de l'audience sur certains liens. Je pense qu'on n'en a pas vraiment mis. Il y a des liens qui s'adressent peut-être juste aux gestionnaires. Mettons ici, tu as le portail employé puis le portail gestionnaire. Tu cliques sur le portail gestionnaire, tu as un pop-up qui te dit qu'il faut que tu t'identifies. Il n'y a pas, puis y a-tu un petit cadenas? À un moment donné, je pense qu'il y avait un petit cadenas qui traînerait sur une des rubriques, puis je pense qu'on l'a peut-être enlevé parce que justement, on trouvait ça poche qu'il y ait de quoi qui était mis de l'avant, mais qui n'était pas lecture tous. Fait que moi, je trouve que là-dessus, c'est une belle vision, parce que tu te promènes sur Intranet, tu n'as pas de surprise, c'est lecture tous. Parfait. Puis deuxième sous-question, peux-tu nous montrer les gabarits ou les modèles de documents? Sont-ils tous dans une bibliothèque isolée ensemble? Modèle. Ah, ça, j'adore ça. Ça, j'adore ça dans les intranets, que tout soit ensemble. Puis souvent, ce que je dis au monde, d'aller se rajouter un petit raccourci dans leur OneDrive sur ça. Puis je ne l'ouvre pas tout le temps, le raccourci vers OneDrive. Souvent, je ne veux pas nécessairement, surtout pas dans les sites de collaboration, quand il y a beaucoup de monde, ça vient très complexe et il y a plein de conflits et tout ça. Mais sur les gabarits, de se faire un raccourci vers OneDrive, les gens ils ont tous les gabarits sur leur poste puis qui travaillent dans un site SharePoint, un team, ils peuvent prendre le document sur leur poste, le glisser dans Fenêtre Team puis commencer à l'éditer. C'est vraiment super, super pratique. Puis le fait qu'ils soient tous ensemble, tu peux ouvrir un raccourci OneDrive juste pour tes modèles. Puis il n'y a pratiquement personne qui peut les modifier à part possiblement les gens des coms ou ceux qui gèrent ces modèles-là. Mais je trouve que c'est un bel avantage de tous les avoir dans la même bibliothèque, puis que ce soit ouvert à tous. C'est vraiment très, très facile là, pour pouvoir les réutiliser facilement.
Oui, tout ce qui était commun à tous, ça a changé un peu d'idée. À un moment donné, on voulait ça très décentralisé. On n'est pas sûr d'avoir une bibliothèque, un site de documentation dans lequel je peux vous montrer maintenant le contenu du site. On va avoir les logos, les modèles, les politiques, les rapports annuels, les statistiques, des affaires pas par rapport, mais comme des listes de bâtiments, des listes de parcs. On met ça dans une documentation, liste de salles, liste de bâtiments, liste de parcs. Quand on arrive là-dessus, c'est une liste moderne, mais c'est encore ShareGate qui a migré ça dans le moderne ici. Documentation. Bel job de centralisation sur ce qui est centralisé. Puis ce qu'on voulait décentraliser, c'était entre autres les formulaires. Ça, on voulait vraiment que les formulaires soient décentralisés. Puis là, initialement, on avait fait des web parts incorporés où tu allais checker. Là, on visualisait la bibliothèque du site des finances, puis ensuite, on mettait la bibliothèque avec la notion d'embed, parce que tu es capable de. Fait que là, on avait une page qui finalement montrait le contenu de 12 sites de la bibliothèque de page, mais finalement, on a reviré ça de bord. Puis là, je vois. Puis une affaire, je ne vous ai pas montré, c'est Talk To, mais là, il est-tu désactivé? Ils l'ont peut-être désactivé. Il est supposé apparaître ici, la petite affaire là, de poser des questions. Non, il semble peut-être plus actif. J'ai changé de sujet un petit peu, Sylvain, mais oui, centralisé, pas de sécurité, tout est lecture tous. C'est bon. Super intéressant. Belle présentation, les gars. Que je cède la parole là. Gilberto, Johannes va avoir une question pour toi. Oui. Je voudrais savoir si la plupart du contenu, est-ce que c'est le résultat d'une migration ShareGate du 2013 ou est-ce que vous avez beaucoup de sites où vous avez créé du contenu from scratch? Les documents puis les listes, on les a migrés avec ShareGate. Les pages, on les a toutes créées from scratch, avec des gabarits de pages. Fait que si je m'en viens dans la page, par exemple, approvisionnement, les documents que je peux présenter, mettons, je m'en vais dans la référence documents contractuels, cette page-ci est faite from scratch, mais ces documents-ci qui présentent finalement, là, ici, je fais juste présenter un embed de la bibliothèque de documents contractuels. Si je m'en vais, par exemple, par en dessous, contenu du site, je vais avoir une bibliothèque de documents qui s'appelle documents contractuels. Cette bibliothèque-là a été migrée avec ShareGate. Fait que si je m'en vais dans paramètres, je n'ai pas beaucoup d'accès. J'aurais aimé vous montrer qu'il y a des méthodes gérées qui ont été créées automatiquement avec ShareGate parce qu'on les avait créées comme ça dans SharePoint 2013. Mais si je rentre dedans en mode natif, ces documents-là, eux ont été migrés avec ShareGate, mais les pages ont été faites toutes from scratch. On n'a pas utilisé de script de création de pages, Jean-Ernest. Non, je ne pensais pas. Il y a juste toi qui fais ça. OK. Ouais, je crée beaucoup. Non, mais je fais la blague parce que je travaille avec Johannes sur un mandat à la CNSST où on a fait des super scripts de création de pages avec du PNP et plein d'autres choses. Là, on est quand même capable d'automatiser la création de pages, mais j'aime bien le faire from scratch quand on est capable, mais migrer du contenu, document, liste, là, c'est sûr que ShareGate ou un outil de ce type-là pour migrer plus rapidement, c'est plus efficace. Pour une question de Francis. Oui, j'ai vraiment accroché sur l'idée qu'il y avait des nouvelles de TI, RH et un autre qui sont corporatives versus sectorielles. Là, je vois l'intérêt de dire, il y a des nouvelles qui sont plus importantes puis qui remontent en haut puis que c'est approuvé par les coms. Mais une fois qu'on rentre dans le site RH, est-ce que le fil de nouvelles combine dans le fond les deux? Non, non. Ici, mettons non, pas du tout. Ici, mettons le bonne rentrée à tous, il est sectoriel. Ça, c'est une nouvelle du boss DRH aux employés, mais plus personnel. C'est pas corpo. Mais ça s'adresse à tous. Mais il n'y a pas de recoupage entre cette nouvelle-là, qui est une nouvelle du site des ressources humaines, et une nouvelle corpo de type RH comme preuve de scolarité pour assurance collective, qui est vraiment plus globale. Il n'y a rien qui empêcherait quand même un mix des deux. Quelqu'un pourrait décider, je vais en faire une corpo qui va apparaître en haut, puis je vais en faire une plus détaillée ou un genre de repeat dans mon sectoriel. Mais on l'a juste fait pour RH puis pour TI. Les TI qui voudraient annoncer une grosse nouvelle. Le nouveau team arrive. Là, tu poserais la question, je le veux-tu dans le corpo ou je le veux dans le TI? Là? Mais je comprends le fond de ta question, elle est super bonne, mais il n'y a pas de site RH, c'est ça, juste mettons, si on clique sur Info RH, on arrive sur la page d'accueil RH. Oui.
Le web d'actualité, lui, il ne va pas aussi celui de Corpo. Il est scopé uniquement sur ce site. Oui. Il n'y a pratiquement aucune récupération de nouvelles à part sur la page d'accueil qui fait de l'agrégation de contenu. Ouais. Okay. Puis, parce que le site. Pas eu besoin ou ça a été discuté. Je suis quand même étonné. J'aurais imaginé qu'on aurait au moins repris des nouvelles corpos RH aussi pour avoir les deux dedans. Non, on n'y a pas pensé. Puis, mais ce qui va peut-être un peu combler ça, c'est qu'on a actualité. Puis quand je clique sur actualité, là, j'ai une page générique qui me fait un merge de toutes les actualités, on va dire corpo. Puis quand que je m'en vais sur mon site, mettons RH, je voulais montrer un petit peu tantôt, mais mettons je m'en vais sur cette nouvelle-là. Je tombe sur mon site de nouvelles, puis j'ai un mix de... j'ai ma navigation de site sur chacun de ces 4 sites-là de catégorie est la même. Fait que si je me promène d'un à l'autre, j'ai comme l'impression que je suis comme sur un site de nouvelles. Là. Fait que... ouais, c'est une petite passe. Est-ce qu'on a dépassé le temps, les gars, ou c'est pour ça que... Ça serait pas mal, ça serait pas mal là qu'on pourrait conclure. Puis avec une période d'échange, là, je sais pas. Est-ce qu'il y a encore de l'écho? Juste une minute, est-ce qu'il y a encore de l'écho quand les autres parlent? Si tu veux parler, Francis? Oui, je pense. Il y a de l'écho encore. OK, parce que la machine a redémarré pendant la conférence. Fait que je pensais que ça aurait peut-être réglé le problème pour faire une mise à jour, mais non. Très belle présentation avant que je referme mon micro. C'est super. J'aurais une couple de questions pour toi, Gilberto. Vas-y, Serge. Le moteur de recherche, avez-vous fait quelque chose ou vous avez laissé la recherche native Microsoft? Recherche native, ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a pris comme décision, c'est qu'on a changé les scopes ici. Parce que ce qu'on voulait entre autres faire, parce que là, on ne l'a pas déclaré home-site, puis ne déclarant pas home-site, il y a des choses qui ne se mettent pas pareil nécessairement, mais ce site-là, on a défini que ça recherchait dans SharePoint. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de button des employés. Hein? Un classique, là, ici, j'ai répertoire du personnel. Quand je clique sur le répertoire du personnel, j'arrive sur la barre de recherche de personnes. Fait que c'est une façon astucieuse de ne pas faire un bottin. Tu rediriges sur l'onglet personne. En fait, tu fais juste copier-coller cette URL-là. Mais en même temps, une autre façon, le fun de le faire, je le faisais ici, si je cherche Denis, il va autant me rechercher des pages que des personnes. Ça marchait tantôt, si je refais un F5. Fait que tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a scopé sur le hub, on a dit tout SharePoint. Puis quand on est sur un site, si je m'en vais sur InfoRH, c'est marqué rechercher dans SharePoint. Si je m'en vais dans InfoRH, c'est rechercher sur le site. Fait qu'on a juste paramétrisé, c'est tout ce qu'on a changé. On n'a pas fait d'autres paramètres que de changer le scope au niveau de la recherche. Et le portail vidéo, tu avais parlé au début qu'il y avait un portail vidéo. Je l'ai vu passer. Vous avez fait quoi? Ça a été sorti du scope quelques semaines avant la fin du projet. À suivre. Parce que moi, je leur ai dit que ça ne rentrerait pas dans le projet à cause des changements de stream. Puis c'était gros aussi. Là. Puis là, je dis non, écoutez, les gars, ça ne rentre pas dans le projet. Puis anyway, c'est pas un deal breaker. Mais tu as bien vu, il y avait une des 18 composantes qui était un portail vidéo, Serge. Il y avait l'œil aiguisé. OK, super session. Merci beaucoup, messieurs. C'est vraiment cool. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires parmi les participants? D'autres questions? Ça a été riche comme échange. Merci à tous ceux qui ont participé. Puis merci Gilberto en passant d'avoir présenté tout le deck et tout ça. Oui, c'est une collaboration, mais disons que tout ce que tu as présenté aujourd'hui, c'est pas mal toi qui as préparé ça. Donc, merci. Ça fait plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je navigue dans l'intranet à une place, vous dites, je serais curieux, ce lien-là, ça amène où? Gilberto, on a peut-être une question qui a été posée par un collègue, Julien. Donc, question d'ordre général. Avez-vous un moyen pour que les gens puissent s'abonner aux nouvelles ou c'est mort avec SharePoint Online? Je pense que tu l'as présenté un petit peu. Oui, on a s'abonner aux affichages avec la liste, mais pour l'abonnement aux nouvelles, c'est une excellente question. On a laissé la fonctionnalité native de Viva un peu, qui envoie, vous avez peut-être manqué telle nouvelle, telle affaire. Fait qu'on capitalise un petit peu sur cette fonctionnalité
fonctionnalité native-là. Sinon, je sais que je leur ai présenté assurément la fonctionnalité de newsletter où on est capable de créer des newsletters à partir d'une liste. Là, je n'ai pas d'accès, mais vous savez qu'ici, j'aurais l'espèce de possibilité de générer une newsletter à partir d'une combinaison de nouvelles. Je ne sais pas si le client est allé de l'avant là-dessus, mais non, pas de notion d'abonnement. Moi, je peux peut-être un petit peu renchérir là-dessus, juste faire du pouce. On a un client qui nous demandait le challenge là, pour que le fameux point rouge sur nos téléphones Teams, ça s'affiche lorsqu'une actualité est publiée. Et c'est sorti au mois de juin. À la fin du mois de juin, Microsoft a sorti la fonctionnalité. Donc, quand il y a une actualité qui est propulsée, ça envoie une espèce d'alerte, là. Peut-être pas l'effet de la bannière, mais tu as une activité dans Teams, comme de quoi. Donc, c'est en test pour savoir si ça peut faire un peu un principe d'abonnement pour les frontline workers, ceux qui sont sur le terrain. Donc, à suivre pour ça. Microsoft essaie d'avancer par rapport à ça, j'ai l'impression. Merci beaucoup. C'est bon, merci questions? Samuel pour tes bons mots. Dernière chance avant que je cède la parole à Serge. Hey, merci tout le monde. Merci. À toi, Serge. Ben, merci beaucoup. Il reste une vingtaine de minutes. Normalement, on fait le tour, on prend le temps de faire le tour des nouvelles, mais comme la session était super intéressante, ben, il ne reste plus beaucoup de temps de faire le tour des nouvelles. Je sais que Laurent, il prépare toujours plein de choses. Fait que je ne sais pas si tu as préparé quelques petites choses, si ça te tente de prendre un 10 minutes. 10 minutes. 5, même 5, il est 40. Parce qu'il faut être sorti d'ici à 8 heures pile. Okay. C'est trop bizarre de voir le visage de Laurent apparaître dans ton fond d'écran. On a l'impression que c'est un fantôme qui surgit derrière le Viva. Je vais vite passer à 5 minutes vite fait dessus si vous voulez. Il y en a une bonne quantité quand même. Prends les plus. Je prends les plus récents. Après le mois de juin, juillet, donc je prends les dernières que j'ai vues. Donc je vous enverrai le lien sur mon blog avec tous les trucs notés, puisque depuis le mois d'avril, je mets tout sur mon blog, plutôt que de les laisser juste en vidéo. Donc on va essayer de rapidement passer sur tous les éléments. Premier, donc tout le monde l'a vu, tout le monde en a entendu parler. J'ai même vu que Serge t'avait fait un LinkedIn là-dessus, les dossiers de couleurs. Les dossiers de couleurs, il faut juste savoir que pour l'instant, mis à part faire joli, ça ne sert à rien. C'est même pas encore disponible sur Windows. On peut dire éventuellement pourquoi pas organiser ces dossiers par couleur d'un point de vue visuel pour aller plus vite, mais encore. Donc j'ai quand même mis en place, j'ai quand même partagé les quelques API qui permettent, l'API qui permet de, si vous voulez l'automatiser via un Power Automate par exemple, pour automatiser la colorisation des dossiers, peut-être en fonction de règles métiers. Et je vous ai aussi mis en place le code avec les numéros, parce que dans l'API, en fait, il faut mettre un numéro EX, mais ce n'est pas un vrai EX. C'est le numéro INT qui est en fait dans la troisième colonne ici. Et vous avez en fait la couleur que ça représente et le code hexadécimal de la couleur que ça représente. Donc ça, c'est pour les dossiers. Bon, tout le monde l'a entendu parler, tout le monde le sait aussi. Clipchamp qui s'en vient aussi sur la partie SharePoint et OneDrive. Déjà, pourquoi je mentionne? Parce que c'est déjà disponible chez les versions live de vos adresses courriel. Donc, si vous utilisez votre Outlook.com, vous avez déjà Clipchamp qui est disponible. Donc, c'est plutôt chouette. On peut déjà l'utiliser et le tester un peu. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Clipchamp? C'est quoi? Ça permet de faire des montages assez rapidement et facilement d'images, de vidéos et tout ça en mode simplifié. Et comme ça, vous n'avez plus forcément besoin de faire un PowerPoint si vous voulez faire un truc comme ça, ou alors d'utiliser ODS, ou si vous avez un Mac, iMovies ou des choses dans ce goût-là, vous pouvez le faire directement depuis la suite Microsoft, ce qui est plutôt cool parce que maintenant, avec la partie stream qui est maintenant dans SharePoint, vous n'avez plus qu'à prendre les vidéos et les images et en fait, toutes les mettre les unes derrière les autres et faire vos montages. Donc, c'est plutôt pas mal comme outil. Ça manquait cruellement à la suite, surtout pour ceux qui font une change management. Donc, Serge, je suis super content parce que c'est vraiment un truc qui manquait cruellement pour pouvoir faire des petits montages vidéo pour du change. C'est vraiment excellent. J'utilise encore Camtasia, par exemple. Oh, je suis triste. Ah non. Bon, on ne peut pas encore le tester sur SharePoint et OneDrive, mais ça s'en vient très prochainement. Avant, on ne pouvait pas. Maintenant, on peut rapidement envoyer une page sur Yammer. Oups, pardon, Nicolas, Viva Engage et pas Yammer. Mais grosso modo, voilà, c'est une fonctionnalité en plus qui permet donc de partager ce qui n'était pas faisable avant.
Alors, point important, mais qui est totalement transparent, mais ça va surtout être pour les techniques type un peu Benoît, Vincent, et je ne sais pas trop qui d'autre là tout de suite, là. Mais grosso modo, avant, en fait, on pouvait créer une site app assez facilement avec 2 URL. Je crois que je les ai d'ailleurs partagées. Si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, j'ai partagé la doc. Donc ça, c'est beau. En gros, vous avez le app registry et le app new qui permet en fait de créer une application avec un app ID, un app secret au niveau de SharePoint pour ne pas avoir à le faire au niveau d'Azure. Moi, personnellement, je l'utilisais beaucoup parce que même des fois dans ma job, là, sur mon temps de production de mon entreprise, je m'amusais à en faire pour pouvoir automatiser des fois des copies de pages, des backups et des choses dans ce goût-là. Le hic, c'est que ça passe totalement au travers des admin systèmes parce que c'est quelque chose que vous pouvez créer à la volée sur les sites SharePoint et en fait, vous devez par contre en créer un par site SharePoint. Vous pouvez même en créer au niveau du tenant, mais il faut être SharePoint admin à ce moment-là. Mais du coup, en étant simplement propriétaire d'une collection de sites, vous pouvez donc créer ce type d'application et vous pouvez utiliser le App Secret et le App ID pour pouvoir scripter des choses. Sachez que ça va pas être possible, ou en tout cas plus sans l'accord en fait de votre TI. Donc en gros, il y a une commande qui permet en fait de dire qu'on veut laisser quand même la possibilité aux propriétaires de générer, on va dire, ce type d'application, mais par défaut, ça sera désactivé. Par contre, ils disent pas si c'est rétroactif, c'est-à-dire si vous avez déjà créé des apps, est-ce qu'elles vont être killées ou pas. Ça, j'ai pas vu. Je sais pas si toi, peut-être Vincent, tu as une info là-dessus, mais avec ACS, ça va être déprécié. C'est quoi? Ce système d'enregistrement d'application. Mais il marche toujours, mais il va être bloqué par défaut. Maintenant sur SharePoint. Oui, non, mais éventuellement, ça va plus marcher, ça. Donc, il faut arrêter de faire ça. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'était un petit workaround. Maintenant, je ne sais pas juste si on a encore un délai avant qu'on passe vraiment sur le ACS. Non, c'est fini. Là. Vous avez déjà beaucoup de délais. Là. Ça va être débrancher la plateforme. Arrêtez d'utiliser cette affaire. Utilisez une app dans Azure à la place. Et s'il y a des trucs que vous ne pouvez pas faire, dites-le. Normalement, tous les scénarios sont couverts avec les apps dans Azure déjà. Oui, d'ailleurs, dans Azure, pour ceux qui ne le savent pas, mais ce n'est pas une nouvelle non plus qui date d'hier, mais pour ceux qui disent, ouais, mais moi, je ne veux pas créer une app pour avoir accès à tous mes sites, je veux juste avoir accès à un site, comme on pourrait le faire potentiellement avec ce type d'application. Sachez que sur Azure, on peut aussi le faire maintenant. Vous pouvez sélectionner le ou les sites que vous voulez utiliser par une application. Donc, très important pour les TI qui se disaient auparavant, ah non, je ne veux surtout pas créer une app et qu'ils aient accès à tous les sites. En fait, ils pourraient sélectionner du coup les quelques sites concernés par cette application, ce qui a rajouté un degré de granularité. D'autant plus qu'après, il peut même accorder d'autres API pour pouvoir faire la job que vous avez besoin de faire sans avoir à créer je ne sais combien d'apps et ce genre de choses. Bref, c'était vraiment la partie administration. Donc, il y a plein de choses qui sont aussi sorties sur la partie liste. Donc, ça supporte les rating fields, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, ce qui manquait pour beaucoup de gens. On a aussi, donc il faut activer la feature d'ailleurs sur les team sites parce que j'ai un peu potassé, mais en gros, oui, par défaut sur un communication site, vous avez déjà la fonctionnalité qui permet de rajouter des ratings sur vos listes. Je le dis à chaque fois en anglais, je vais essayer de le trouver en français, c'est les ratings, c'est les évaluations. Oh, merci Serge. Les évaluations. Et donc, pour activer la partie évaluation sur vos sites, vous avez ce GUID que vous pouvez récupérer et juste l'activer via PowerShell, par exemple, ou par MS365 CLI pour l'activer sur un site de type Teams. Teams, alors je sais qu'il y en a qui sont pas contents, mais d'autres sont super contents. Je vais juste m'étaler sur la partie thème. En fait, il y en a beaucoup qui adorent le nouveau style, le nouveau thème de Teams. Et il y en a plein aussi qui sont en train de tester. Donc, évidemment, le Teams, je pense que pas mal d'entre vous utilisent déjà le Teams en mode bêta, si je puis dire, en mode preview plutôt. Et en fait, ils ont rajouté aussi le thème classique. Comme ça, ceux qui veulent absolument garder leur violet, ils garderont leur violet. Mais bon, il y a plein de choses encore en plus, comme les lignes VoIP, si vous aviez des calls auparavant. Moi, personnellement, je l'ai au niveau de ma job et ça manquait cruellement. Et la nouvelle fonctionnalité qui est vraiment cool, c'est l'intégration des applications qu'on ne pouvait pas du tout avoir avant. Donc, si vous avez une custom app, vous n'avez pas le logo app pour ajouter une app de type organisationnel. Maintenant, on peut. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc, on voit que ça évolue dans le bon sens. Les permissions au niveau des listes de Microsoft List, en fait, moi, j'ai trouvé ça vraiment useful. J'ai eu un cas ou deux d'usage où, comme dans SharePoint auparavant, quand vous partagez une liste, vous donniez l'entièreté, en fait, en mode edit d'accès à la liste. Donc, ça veut dire si vous partagez une liste avec quelqu'un,
ce quelqu'un, en mode édition, peut aussi modifier la liste, rajouter des colonnes, enlever des colonnes, modifier des valeurs de colonnes, et même rentrer dans les settings de la liste. Bah, sachez qu'en fait, on a un niveau qui dit « je ne veux éditer que des items ». Donc, ça veut dire qu'une personne que vous avez partagée avec ce mode-là, par exemple, je partage à Serge une liste avec plein d'items, avec le mode Edit Item Only, ça veut dire qu'il ne pourra pas rajouter de colonnes, il ne pourra pas en enlever, il va juste pouvoir modifier les items. Donc, en termes de collaboration, c'est plutôt le fun, surtout si vous êtes un peu embêté, comme on l'a vu tantôt dans un intranet, à faire toute une config de liste. Vous n'avez pas trop envie qu'il y ait des malins qui vous pètent un peu tout ça pour juste faire quelques tests. Fonctionnalité toujours dans la liste que moi, personnellement, j'aime beaucoup. C'est un peu technique, mais en même temps, ça va sauver des vies, je pense, surtout des cheveux. C'est qu'on est capable d'exporter maintenant le schéma d'une liste en même temps qu'on va exporter la data. Alors, il y en a plein qui vont me dire, d'accord, c'est quoi un schéma? Un schéma, c'est en fait ni plus ni moins que la configuration avancée d'une liste SharePoint. Ça contient les content types, le JSON format, si vous faites du JSON format, comme on en a parlé tantôt pour l'intranet, formater une liste pour les statuts en fait, de vos différents services. Ça contient plein de choses. Et du coup, il y en a qui vont aussi poser la question, mais à quoi ça sert de pouvoir exporter le schéma, étant donné qu'on est capable aujourd'hui dans SharePoint de copier des listes à partir d'une liste existante, ou en tout cas d'en copier sa structure. C'est sympa d'une part si vous voulez scripter un peu. Donc, vous avez le schéma, vous pouvez le faire donc en mode usinage, en mode usine plutôt. Et vous avez aussi la possibilité cross-tenante, parce que entre deux tenants, vous ne pouvez pas créer une liste partant d'une liste existante. Donc, ça va permettre de pouvoir exporter la liste avec ou sans son contenu, son schéma, et le rapporter sur un autre tenant, pourquoi pas. Donc là, OneDrive, il y a plein de nouvelles fonctionnalités au niveau de la navigation qui sont apparues. Maintenant, on est capable d'aller parcourir les fichiers par people, donc par personne qu'on connaît ou par meetings. Moi, personnellement, je l'adore celle-là parce que souvent, je fais des meetings, trop souvent même, et en gros, je ne sais jamais qui m'a partagé quel fichier, pour être honnête. Moi, ça me permet de retourner sur un meeting et de retrouver tous les fichiers qui ont été partagés à ce moment-là, sans pour autant savoir qui c'est. Mais aussi, à contrario, je collabore avec beaucoup de fois les mêmes personnes, et ça s'avère utile d'aller cliquer sur la personne, d'aller voir tous les fichiers qu'il a partagés avec vous. Moi, je trouve vraiment cool cette feature, par contre, dans OneDrive. L'accessibilité cohésion, ça, c'est qu'une partie, mais bon, ça, c'est un peu technique. Moi, je sais que personnellement, ça m'avait un peu interpellé la première fois. Les titres en HTML, en réalité, techniquement parlant, vous avez un H1. H1 étant le niveau de titre le plus haut dans du code HTML pour une page. Et SharePoint, en fait, auparavant, il disait heading 1. Ça portait à confusion pour certains designers qui disaient, ouais, mais moi, je ne vais pas créer des titres de niveau 1 parce qu'on ne peut en avoir qu'un dans une page. C'est un peu tiré par les cheveux d'un point de vue simple utilisateur, mais en fait, c'est un réel intérêt derrière en réalité. C'est qu'on peut n'avoir qu'un seul titre H1 dans une page à cause notamment du référencement et de la recherche. Donc en fait, Microsoft a un peu aligné ça en mettant maintenant H2, du heading 2 dans le titre, qui en réalité, quand vous faisiez avant heading 1, en réalité c'était du heading 2. Donc ils sont juste alignés là-dessus. Il va y avoir plein de nouveautés qui vont s'en venir dans les prochaines semaines. Concernant l'accessibilité, je ne sais pas pourquoi Microsoft s'y met un trait sur l'accessibilité, mais en gros, en ce moment, ça y va pas mal. Nouveau niveau de partage au niveau des pages SharePoint. Moi, personnellement, j'aime bien, mais ce n'est pas toujours très clair pour tout le monde. C'est qu'avant, en fait, pour partager une page, on pouvait la partager via Yammer ou via courriel. Maintenant, on peut faire du partage comme un document, comme un item de liste, plutôt comme un document. On peut dire on veut partager la page, ce qui revient en fait finalement à créer un lien de partage en envoyant un courriel ou en copier au lien, comme on pourrait le faire avec n'importe quel document. On peut aussi faire copier le lien. Donc là, c'est simplement copier un lien d'une page avec les permissions déjà existantes. Donc, vous pouvez le partager à quelqu'un qui avait déjà des accès. Si ce quelqu'un n'avait pas les accès, il n'aura pas plus accès qu'auparavant. Et vous pouvez même faire un site access au niveau du top. Donc, en gros, vous pouvez directement aller modifier les permissions du site pour pouvoir accéder à cette page. Et voilà, je pense que c'est pas mal pour un mode rapide, pour ne pas prendre trop de temps. Donc, Serge, je ne sais pas si tu avais des choses aussi de ton bord. Oh, non, merci beaucoup. C'est rapide, mais ça fait le tour. Ça fait le tour des nouveautés. Je suis allé voir là, récemment sur le roadmap de Microsoft, les annonces qui vont sortir en septembre et octobre, c'est un peu fou. Fait que le prochain mois, on va essayer de garder un peu de temps pour en parler, mais je ne suis pas convaincu qu'on va avoir le temps de faire beaucoup d'annonces encore le prochain mois parce que Nicolas, il va nous annoncer le présentateur ou la présentatrice de la prochaine session. Fait que Nico, si tu veux y aller. Oui, merci Serge, vous m'entendez? Ok, super, j'ai entendu le retour.
Ouais, on aura la chance d'avoir Johan Klein la semaine prochaine, le mois prochain, pardon, excusez-moi. Donc le 3 octobre prochain, à partir de 6h30, on aura une session de Johan qui, si vous la suivez déjà sur X ou sur ses blog posts, vous voyez qu'elle communique énormément sur tout ce qui est information protection et puis record management. Donc forcément, ben, elle parle de PureView. Et donc l'idée, c'est, enfin en tous les cas, ce que je lui ai demandé, c'est vraiment, comme on a déjà eu des présentations de PureView l'année dernière qui étaient quand même, je pense, qui sont restées très génériques sur ce que faisait PureView, ben là, elle va venir avec non seulement son explication, mais sa méthodologie. Parce que ce qui est super intéressant, c'est qu'elle a un framework qu'elle utilise pour expliquer comment mettre en place justement les stratégies de bonnes pratiques sur la mise en place de PureView. Donc c'est vraiment, ça sera un 45-60 minutes. Donc le 3 octobre prochain, sincèrement, je pense que celle-ci, il ne faut pas la rater, parce que je pense que c'est vraiment une super belle session. Je pense que Serge ne pourra pas me contredire quand je vais dire que Joanne est une super bonne présentatrice, super bonne conférencière, et que c'est toujours un plaisir d'accueillir plus de femmes. Donc voilà, donc ça sera l'occasion de justement rentrer un peu plus en détail à l'intérieur de PureView. On se gardera quand même un petit peu de temps à la fin. Je pense que vers 19h20, on aura du temps pour parler des présentations des nouveautés. Ça sera virtuel, Benoît, donc elle ne sera pas présente sur place. Mais ce que j'aimerais vous proposer, c'est que on pourrait, si possible, être le plus nombreux possible au bureau de Microsoft. Et j'aimerais vous inviter à commander des pizzas et puis qu'on soit plus nombreux au bureau de Microsoft. Donc ça pourrait être l'occasion de relancer un peu la saison aussi de manière un peu plus complète qu'avec les 3 personnes qui sont présentes chez Microsoft aujourd'hui. Même moi, j'ai même pas fait le déplacement. Et ça serait cool qu'on se voit tous le mois prochain. Ouais, je sais. Ouais, désolé. Merci Laurent. Ben cool. Merci beaucoup, Nico, pour avoir contacté Joanne pour la prochaine session. On va essayer de vous trouver des présentateurs encore plus souvent. C'est intéressant d'avoir des différentes personnes qui viennent nous montrer différents thèmes, différents sujets. Nous, on doit se dépêcher pour quitter parce qu'on doit être sorti d'ici pour 20 heures. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour les commentaires, les échanges. C'est cool d'avoir des échanges. Merci à nos présentateurs, Éric et Gilberto. Merci à Laurent pour sa petite passe rapide sur les nouveautés. Et merci à Vincent pour nous assister, être ici, pour nous permettre d'avoir la salle. Vincent, il n'est pas obligé d'être ici. Il vient ici pour vous, pour nous. Ça serait le fun qu'on soit plusieurs ici le mois prochain là, pour tous voir en personne. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée et ciao tout le monde. Bye-bye. Merci, Bye bye. bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Ciao la gang.